Salut tout le monde, bienvenue dans ce 7e ciel podcast, une édition un peu spéciale aujourd'hui, déjà parce que pour une fois j'ai 2 invités et qu'en plus c'est la réédition d'un podcast qu'on avait du coup déjà enregistré avec l'un des participants mais pour lequel j'avais connu des gros soucis techniques. Donc on est là pour la revanche des Guy, du coup en présence de Julien. Coucou Julien. Bonjour. Donc Julien, le challenge qu'on s'était lancé la dernière fois, c'était d'inventer un spin-off sur ton idée originale, d'inventer un spin-off sur les Guy. Et on s'était bien éclaté avec ça, c'était vraiment bien cool. Et ben j'ai 1 heure, je crois, à peu près de podcast qui a complètement merdé, qui ne s'est pas bien enregistré. Et honnêtement, si tu me permets de le dire, je crois que c'était la meilleure heure, parce que du coup, on était bien rodés, on était bien lancés, on était bien à fond. Voilà. Ouais. Ah, On la avait dernière, plein de oui. super On avait un idées peu rushé la fin, mais ouais. que personne n'entendra jamais. Voilà. Donc, on a décidé de faire la revanche. Et ce coup-ci, bah, on a ramené un deuxième invité qui est Monsieur Ténéré ce soir. Monsieur Ténéré, coucou. Et bonsoir à tous. Du coup, voilà, qui est venu nous joindre. Qui est venu rejoindre l'aventure. Alors, les garçons, j'ai hésité à vous poser la question que je pose à tout le monde en préambule, à savoir de raconter votre rencontre avec Final Fantasy VII et vite fait ce que ce jeu représente en fait pour vous. Parce que je sais qu'on va en avoir pour longtemps. Donc j'aimerais bien qu'on Il y a aille des vite. Non mais on le sait avec Julia parce que clairement je crois que la dernière fois on avait mis une bonne demi-heure avant d'arriver sur Gaïa déjà. Hein, on avait tripé rien Ouais, qu'à déjà, inventer la juste planète l'intro, on des avait Guy. mis du temps. C'était déjà super long. Et là, en plus, on est trois cerveaux, donc ça va rigoler. Et puis en plus, la première fois, honnêtement, on y avait été très chill en fait. T'avais amené ton idée, moi j'avais suivi tranquillou, je me contentais de commenter et tout. Là, on a ramené Monsieur Mastermind, bac plus 5 en théorologie FF7, qui nous a fait des vidéos de fumée. Donc il va nous tatillonner sur plein de trucs, il va nous ramener du Loveless, du Oméga, on va rien comprendre. Donc Et surtout qu'en plus, moi, à la base, quand j'avais écrit vite fait les idées que je t'avais présentées, je m'étais d'abord servi de la vidéo de Monsieur Ténérès sur les Guy. Et en fait, je me dis, mais putain, mais il a des super idées, c'est trop bien. En fait, je vais les piquer directement et je vais partir de là. Ouais, bah du coup, ah bon, bah ça va, on devrait être plutôt, Si ça peut on devrait être servir, plutôt aligné. c'est parfait. On devrait être plutôt aligné, c'est cool. Mais bon, je vais quand même vous poser la question. Alors, je vous demanderai juste d'y répondre. Désolé les garçons, hein, mais un petit peu rapidement. Mais je trouve que c'est quand même intéressant parce que de une, Julien, si je me rappelle bien, t'as pas fait l'original, toi. Si, t'avais fait FF7 original. Ok, alors je me rappelle pas bien. oui. C'est pas grave, tu vas quand même nous raconter ça. Et puis, Oui, et puis bien sûr. après, Monsieur Ténéré, bah, parce que t'as jamais eu l'occasion, je crois, de raconter ça. Donc ça peut être l'occasion. Je propose qu'on commence par Julien. Bah, si tu veux. Moi, en fait, ça va être assez simple. C'est que je m'en rappelle pas. Bah, nous voilà bien. Je ne sais absolument plus. Je ne sais absolument pas quand est-ce que j'ai joué à FF7. Ouais. Quand j'étais gamin, j'ai souvenir globalement d'avoir un peu ce jeu-là. J'avais trouvé sympa. Je crois que mon premier Final Fantasy, je crois que c'était le 7. Mais en fait, j'ai surtout flashé sur le 10. Et à partir du 10, où j'étais vraiment gros fan de ce jeu-là, là ensuite, je me suis remis dans les anciens Final Fantasy et j'y suis allé un peu plus à fond. Et le 7, je me rappelle que j'étais assez jeune et que j'étais quand même en bout de ligne en mode j'ai quand même pas compris grand-chose. T'avais quel âge quand tu as joué la première fois, toi? Je sais pas, je vais avoir 14 ans. 14, 16 max. Ah oui, quand même. T'étais vieux. Ouais, parce que j'allais dire, alors on va passer la main à Monsieur Ténéré. Je crois que tu me l'as déjà en fait raconté en privé, mais la rencontre de Monsieur Ténéré avec FF7, elle est rigolote, quoi. Nous, en fait, on a eu mon père nous a acheté la Play 1 et il a acheté Tomb Raider 2 à ma sœur et moi Motorstone, donc un jeu de voiture un peu pourri, mais c'était bon âge. Je t'ai fait avoir. Et par chance, mon cousin était là et lui était fan de FF7. Et il a dit à mon père, faut que tu achètes ce jeu, ils vont adorer, machin, etc. Et donc, il a un peu pris pour nous deux en plus. Sauf que moi, j'avais 5 ans. Et en fait, concrètement, je comprenais strictement rien à l'histoire, je savais pas lire. Mais je voyais que Cloud c'était le héros, Sephiroth il était badass, je kiffais trop, et du coup je regardais ma sœur et mon cousin jouer. Et après, je me suis fait une partie à moi. Et le seul truc qui me faisait avancer dans le jeu, c'est que quand on débloquait une scène qui était importante, les personnages sortaient de Cloud en fait. Donc je savais qu'ils avaient. Que j'avançais dans l'histoire. Mais je comprenais strictement rien à ce qui se passait. Je comprenais pas que Cloud était à moitié perché.
fallait suivre Sephiroth et c'est tout ce que je savais. Et en réalité, mon jeu, j'ai mis des mois, voire des années à le finir parce qu'il a bugué à l'ascenseur de Junon quand on y revient. Et Ok. du coup, j'ai dû me le faire prêter peut-être 5 ans plus tard et je l'ai fini que vers 10-12 ans. Et ce n'est que quand je l'ai refait. T'as mis littéralement 7 ans à finir le jeu, quoi. Ah ouais, j'ai eu le temps de l'assimiler. Hein. Et ce n'est que quand je l'ai refait vers 15-16 ans sur émulateur que je l'ai vraiment fait d'une traite et que j'ai vraiment compris l'histoire. Moi, j'en reviens pas que t'aies même pas été dégoûté du jeu avec tout ça, quoi. C'est-à-dire que t'as Et quand même kiffé au point 3 ans après de te dire, bon allez, là, je le refais bien. Un truc de fou, quoi. À l'inverse, parce qu'en fait, dès que j'ai vu FF8 sortir, je l'ai acheté direct. Je savais toujours pas lire, en tout cas pas très bien. Donc j'avais rien compris avec leur système pourri. Et il y a que le 9 en fait où je savais lire, que j'ai vraiment fait d'un bloc au début et que c'est le premier FF que j'ai fini complètement. Ok. Mais j'ai accroché direct à cette saga. Quoi. Ok. Bon, on peut remercier ton cousin, du coup. Parce que Ouais. si t'es dans la commu aujourd'hui, c'est grâce à lui, quoi. Complètement. Et aujourd'hui, je le fais pleurer parce qu'il a une famille qui ne le laisse pas jouer à la console et il ne voit remake que par mois. Et il est bien dégoûté de ne pas Ah pouvoir jouer. merde. Ah, c'est triste. Ah voilà. Mais je le salue. Et il s'appelle Julien aussi. Bah donc je écoute, profite quelque pour le part, saluer. il voit remake grâce à toi. Sinon, il verrait rien du tout. Donc Exact. voilà, tu vois, quelque part, c'est un beau cadeau que tu lui fais. Bah merci les garçons. Julien, je te repasse la main du coup pour nous expliquer un petit peu ton idée de spin-off. Tu nous reposes un petit peu le cadre et puis après on démarre, si ça te va. Oh, ça me va nickel, oui. Moi, l'idée, c'était quand tu avais suggéré tes causeries, je crois que c'est comme ça que tu y appelles. Quand tu as suggéré ça, je m'étais dit, tiens, qu'est-ce que je vais raconter si jamais je participais à ça? Qu'est-ce que je pourrais raconter de ma capacité d'analyse sur les Final Fantasy? Il y a des gens qui sont bien plus calés que moi et qui le feraient beaucoup mieux. Et alors que je ne suis pas quelqu'un de très créatif, très imaginatif, on va dire, j'avais eu cette idée de dire, pourquoi pas essayer de s'imaginer qu'on propose un jeu, un spin-off de Final Fantasy VII, et quitte à choisir, et s'il fallait créer un jeu vidéo, ça serait sur quoi? Enfin, un jeu autour de l'imagination de Final Fantasy VII, et je m'étais dit, franchement, les geeks, c'est quand même ceux qui sont les plus intéressants à traiter. Et donc, l'idée, c'était de se dire, si on devait faire un jeu vidéo sur les geeks, qu'est-ce qu'on raconterait? Quelles seraient les étapes qui seraient intéressantes? Qu'est-ce qu'on voudrait raconter dans l'histoire? Et comment on le traiterait? Alors, ça peut aller loin, ça peut être juste, on parle de l'histoire, on peut parler du gameplay, on peut parler de sous-intrigues. Bon, je ne suis pas sûr qu'on va aller jusque dans le détail de sous-intrigues. Hein. On n'est pas dans cet état d'esprit-là. Annexe, tout. Ouais. Non, mais c'est vrai que la première fois, on s'était beaucoup concentré sur l'histoire, on avait moins parlé du gameplay, et ça nous avait déjà pris masse de temps. Hein. Donc... Et en plus, je pense qu'il peut y avoir un truc ultra... Enfin, si tu es un peu filou, je suis sûr qu'il peut y avoir un truc ultra intéressant avec les geeks, ne serait-ce qu'en termes de gameplay. Parce que techniquement, les geeks, quand ils sont dans FF7, ils sont morts. Donc tu joues des morts. Est-ce que tu peux... C'est quoi dans GOT je ne sais pas si vous avez suivi Game of Thrones, mais les Fernés, ce qui est mort ne saurait renaître, non, ce qui est mort ne saurait mourir, ou un truc comme ça. Ouais. Et ben, c'est le principe, c'est-à-dire que tu joues des personnages qui sont immunisés contre la mort, entre guillemets. C'est ça, tu joues des morts qui meurent pas. Comment tu prends un game over? Comment tu prends un game over si tu veux être cohérent dans l'histoire? Et je pense qu'il y a des trucs à faire par rapport à ça. Je crois qu'on en avait un peu parlé voilà. d'ailleurs la dernière fois. J'ai pas révisé, hein. Moi j'ai pas réécouté le. Alors, je peux le dire, je pense, mais du coup, moi j'ai eu accès à votre audio que j'ai réécouté hier. Oh, il y a fait ses devoirs, monsieur Ténéré. C'est bien. Ouais, c'est clair, ouais. Attends. Évidemment. Et du coup, vous en aviez parlé, effectivement. Vous aviez commencé à imaginer, et du coup, vous aviez deux hypothèses. C'était soit qu'ils revenaient là où ils étaient morts la première fois, soit qu'ils étaient rattachés à leur lieu d'origine. Qui, avec l'histoire du météore et tout. Donc, on va être obligé de commencer à... Ouais, en fait, on va être obligé déjà de poser le début du lore, en fait, sur les geeks et de partir du commencement, parce que de là, en fait, va découler le gameplay. Et c'est vachement bien, parce que ça rebondit sur ma dernière vidéo qui, justement, mettait en avant les interactions entre le roleplay et le gameplay. Donc, encore une fois, l'un ne va pas sans l'autre. La preuve, on peut pas inventer un gameplay cohérent tant qu'on n'a pas posé les bases de notre jeu. Voilà.
Et alors, la Mm, première fois, on avait absolument. démarré depuis l'astéroïde des Guy. Si tu veux, Julien, je te laisse raconter pourquoi on avait démarré d'un astéroïde et pourquoi on démarrait dans l'espace. Tu me regardes avec des grands yeux. Ou est-ce qu'on Alors, peut demander à Monsieur Ténéré, puisqu'il ouais, est ouais, d'accord avec notre théorie? Ah, complètement. bah, c'est la sienne, hein. Donc, ça va plus vite. Tu veux le faire du coup ou je le fais? Bah, moi, je peux le faire, Bon, il n'y a vas-y. pas de souci, mais comme tu en avais parlé, puis contrairement à moi, tu avais fait une vidéo là-dessus. Donc, en fait, l'idée, c'est parce que ça nous semble pour tous assez logique que, en fait, on sait que Genova, elle se déplace de planète en planète. Donc, des planètes dont qu'elle utilise comme vaisseau pour divaguer à travers l'espace. Donc, une fois qu'elle a aspiré une planète, on va dire qu'elle a aspiré son énergie vitale, ce qui sous-entendrait qu'il y a des énergies vitales d'une manière ou d'une autre sur toutes les planètes d'ailleurs. Elle arrive en fait sur une autre planète, elle se pose, machin, etc. Et comme on sait qu'elle est arrivée avec un météore, qui s'est éclaté donc au cratère nord, et comme on sait que les Guy maintenant ne viennent pas de la planète Gaïa, puisqu'ils n'arrivent pas ni à s'intégrer à la rivière de la vie, ni à se dissoudre dans le néant. C'est pour ça que on parlait voilà, d'histoire du gameplay avec le fait qu'ils sont immunisés contre la mort, parce qu'en fait ils sont plus vraiment vivants, mais ils peuvent pas complètement mourir non plus, quoi. Donc on en avait tous un petit peu déduit, et je pense qu'on sera pas les seuls, mais que Genova, quand elle est arrivée il y a 2000 ans, c'était en utilisant la planète des Guy comme support, qu'en fait la planète des Guy était la planète précédente que Genova avait du coup, on va dire, pervertie avant d'arriver sur Gaïa, et que c'est celle-ci qui lui a servi de vaisseau, et qu'elle est arrivée du coup avec une partie des Guy sur Gaïa. Est-ce que tout le monde est d'accord déjà avec ce présupposé? Complètement. Complètement. Absolument. Bah, de toute façon, il faut qu'on parte. Non, mais Par c'est bien, vaisseau on sur va un pas se truc comme déchirer ça, dès en le fait. début. Non, mais On est en d'accord. plus, pour ajouter un petit détail, c'est que les Guy, quand on leur parle dans leur caverne, ils évoquent le fait que leur astre est mort. Donc, encore plus que potentiellement Genova a pu attaquer leur astre, même s'ils ne s'en sont pas rendus compte, ça on le verra après. Mm. Mais ils évoquent que le temps s'est déchaîné, que la mer s'est asséchée, etc. Ce qui pourrait faire penser à une action de Genova, d'autant que, si on reprend vite fait Loveless, dans l'acte 5, il y a les mêmes détails exactement qui sont évoqués. Je vous avais pas dit qu'il allait parler de Loveless à un moment donné. J'en étais sûre de cela. Donc du coup, on part de où? Est-ce qu'on part de la planète des Guy? On est d'accord. Notre intro, notre tutoriel, est-ce qu'on est OK pour dire qu'il part de la planète des Guy? Moi, ça me paraît bien. C'est ce Ça me qu'on a... Voir paraît comment ils ont nécessaire. vécu. parce que sinon, en fait, ça veut dire que notre jeu, quand il démarre, c'est tout de suite... c'est tout de suite, genre, il s'écrase, sauf qu'on n'a pas le préambule. Et du coup, ce qui était super intéressant, et c'est pour ça qu'on était resté bloqué longtemps avec Julien sur ce passage-là, c'est qu'il y avait l'arrivée de Genova, comment elle avait réussi à faire exactement ce qu'elle a fait sur Gaïa, c'est-à-dire comment elle s'est emparée de la planète, en fait. Est-ce qu'elle est arrivée en mode de toute façon je vous défonce tous et je fais ce que je veux et je vous demande pas votre avis, ou est-ce que elle a essayé du coup de manipuler le peuple des Guy pour monter en puissance de manière un peu pernicieuse ou je sais pas quoi. Et il y avait aussi la question, alors on avait commencé aussi à développer la civilisation des Guy, parce qu'on en voit qu'un petit bout dans Rebirth, mais on a quand même une idée du type de civilisation et de peuplade qu'on a. Donc ça nous permettrait en fait de pouvoir déjà un peu présenter Genova. Si on raconte son arrivée, comment elle a pris possession de la planète, etc. Et ça nous permet aussi de présenter les Guy, du coup. Est-ce que vous avez, vous, des idées, en fait, à amener sur cette introduction tutoriel à ce niveau-là? Alors, perso, sur les tribus, etc., des Guy, je trouve que vous aviez déjà fait un super débat. Ouais, mais que personne n'a sur le fait- entendu. Donc on a le droit de se Mais, répéter. là, j'étais totalement en accord avec Julien, du coup, donc s'il veut reprendre ce qu'il avait dit. Là où j'étais moins en accord avec vous, du coup, c'était sur la manifestation de Genova. Mm. Du coup, on en parlera plutôt dans un second temps, je pense. Mais ça Tu me veux paraît dire primordial. sur la plaine des Guy, tu veux dire? Ouais. Ok. Parce que justement, voilà. moi, je trouve qu'il y a un truc intéressant qu'on peut traiter sur deux aspects, en fait, par rapport à ça. Enfin, différents aspects.
Mais peut-être qu'on va prendre au fur et à mesure. On va vraiment commencer peut-être par le début et après on ira sur nos points de divergence. Enfin, pas des points de divergence, le but justement, c'est qu'il n'y a rien. Donc c'est qu'est-ce qu'on construit ensemble. C'est ça qui va être sympa. Et puis voilà. Où sont les points d'unité? C'est ça qu'il va falloir qu'on trouve. Avant d'aller dans ce détail-là, est-ce que tu me permets une légère intro? Vas-y. Vas-y. Si on crée un jeu, si on part de cette postulat-là, ça veut dire qu'il faut que le jeu dise quelque chose. Quel est le message global qu'on veut véhiculer autour de ça? Et de toute façon, le message, la fin des Guy, on la connaît déjà. Ils meurent et ils sont dans une situation merdique où ils sont enfermés dans une caverne et ils se font défoncer. L'idée, c'est un peu ça. Donc, on est obligé de raconter un drame. On est sur à un partir Crisis de là, Core ça veut dire like. qu'il faut. Un quoi? Je disais, on est sur un Crisis Core like en fait. C'est-à-dire que c'est comme dans Crisis Core, tu sais déjà comment Zach il va finir, tu sais que ça va bien finir, ça va pas bien finir, le truc c'est comment, qu'est-ce que ça raconte entre les deux quoi. C'est ça. Et comment est-ce qu'on constitue ce truc-là? Et donc c'est là où en gros, alors moi c'est mon parti pris et c'est là où je pense que toi peut-être Monsieur Ténérès tu seras moins d'accord, c'était le fait de dire, ok, s'ils doivent être détruits, enfin s'ils doivent se faire, je sais pas si on peut dire humilier, mais se faire réduire à néant sur Terre, à ce compte-là, il faut que ça serve un propos. Et quel est le propos, si ce n'est qu'en gros les Guy ont été rejetés? Et donc traiter ce rapport au rejet, potentiellement, tu peux faire une double lecture avec le racisme et l'ostracisme. Et donc, si tu veux constituer une histoire autour de ça, en fait, cet élément-là, quel est le message principal qu'on veut véhiculer? Ça doit être pour moi la première chose qu'on doit mettre en avant, pour ensuite écrire autour. Mais bon, c'est presque, je trouve, le plus difficile. Alors moi, ce que tu avais dit du coup la dernière fois, j'avais trouvé ça super intéressant. Je suis en accord complet avec ce que tu viens de dire. Ça me paraît très cohérent et avec l'histoire du coup qu'on développe sur les Cetra dans Rebirth, ça me paraît tout à fait logique en plus. En fait, l'idée qu'on avait développée à l'époque avec Julien, c'est qu'il nous avait paru... En fait, c'est que du coup, il y avait toute la question en fait du traitement des Cetra à travers le traitement des Guy, du coup. Et effectivement, on avait... C'est pour ça qu'il parle de rejet, d'ostracisme et tout ça, parce que... les Guy sont des immigrés, en fait, hein, face à des gens et une rivière de la vie qui n'en veulent pas, en fait. Et on avait un petit peu comparé les Cetra aux elfes, d'ailleurs, de Tolkien, comme ça, avec leur côté un petit peu on est au-dessus du lot, on mélange pas les torchons et les serviettes, puisque c'est comme ça, on se barre, enfin, des trucs un peu comme ça, quoi. Et effectivement, c'est vrai que maintenant que t'en reparles, Julien, déjà, t'as raison. Avant de savoir comment on raconte les choses, il faut qu'on sache où on va. Il y a certaines personnes qui diront que c'est peut-être pas le cas des développeurs sur la retrilogie. En tout cas, il y en a certains, c'est le sentiment qu'ils ont. Pitié, dis-moi qu'ils le savent depuis le début. On leur fait des coucous. Mais du coup, oui, moi je trouve que t'as trop raison. C'est déjà, voilà, en fait, où est-ce qu'on a envie d'aller, quoi. Mais du coup, comment on présente les Guy selon toi au départ pour en arriver à cette fin-là? Comment on commence cette histoire? Moi, ce que je me dis par rapport à ça, c'est qu'il y a une interaction directe avec le gameplay. Parce que du coup, si en gros la terre des Guy, c'est notre tutoriel, autant... Alors, on va pas rentrer peut-être trop loin dans ce détail-là, mais en gros, tu utilises des Guy qui sont en fait déjà c'est un peuple guerrier. Moi, c'est comme ça que je les vois. Parce que ce côté très primitif, ce physique un peu dur et violent que tu peux te voir, alors surtout Guinatak. Les autres Guy, c'est plus des fantômes. Guinatak, il a une esthétique, c'est un guerrier. Et puis c'est le boss dans Final Fantasy, même le remake, si je dis pas de conneries, de toute façon, c'est le combat en boss, non? Ouais, peut-être, je sais plus si le nom c'est le même, je crois que c'est ça, ouais, effectivement. Si, c'est lui. Hein. Donc, il n'y a pas l'on-skin, mais c'est lui. Oui. Et donc, du coup, après, ce qui peut être intéressant, c'est que
s'ils sont, donc ce qu'on disait à l'époque, si c'est des sortes de tribus un peu primitives, c'est de créer une culture autour de ça, avec et donc pour engendrer ce côté, mettre toujours en avant le la ségrégation qu'il peut y avoir entre les gens, quels qu'ils soient, c'est de dire, si tu peux avoir des tribus, genre la tribu des guerriers. C'est pour ça que dans la grotte, on ne retrouve que des guerriers, c'est ceux qui ont survécu. Il pourrait y avoir la tribu des agriculteurs, la tribu de je sais pas quoi, la tribu de je sais pas quoi. Et en gros, ils ont une sorte d'interaction entre tribus pour pouvoir développer leurs compétences, leurs connaissances, etc. Et donc, si tu prends le rôle de Guinatak, tu es dans un contexte où, en gros, tu es déjà, si tu interprètes ce Guinatak comme étant ton personnage principal, ce qui serait pour moi vachement plus intéressant. Parce que quand tu vas le retrouver dans les FF7, tu auras tout de suite un attachement beaucoup plus fort. Oh putain, c'est vrai, j'ai fait tout ça avec lui quand même. Lui, il a du background. Et donc, du coup, d'entrée de jeu, tu es quand même une brute. Et vu que c'est qu'un tutoriel, ça veut dire que sur la planète de Gaïa, sur la planète d'Egi, il faut déjà que tu sois dans la rivalité avec Genova. La question, c'est après peut-être comment. Et c'est là où on peut prendre des partis différents. Mais du coup, tu représentes, tu incarnes un guerrier où tu apprends toutes les méthodes de combat, où tu as un mec genre avec une grande épée, avec des autres dinosaures, tu vois, qui te coupent les trucs en tous les sens, des sortes de super grands arcs et qui te font des trucs un peu où tu vois vraiment une esthétique et une violence dans les combats. Et qui te permet de faire justement toute la découverte. Et voilà. Après, Genova, ce que je me dis, pour moi, j'y ai repensé, je crois, après le podcast, c'était de dire, soit on part du principe qu'elle répercute systématiquement les mêmes méthodes de planète en planète. Elle essaie de s'insérer dans la rivière de la vie. Pareil, si tu pars du principe qu'il y a une rivière de la vie dans chaque planète et que c'est un système qui est identique partout, si elle fait ça et qu'elle s'insère dans la rivière de la vie pour prendre le contrôle de la planète, etc., et qu'elle essaie de manipuler par des mind games, est-ce que c'est forcément comme ça qu'elle doit faire systématiquement? Est-ce que si Genova, c'est une sorte d'entité un peu très égotique, et que du coup, elle se dit, quand elle arrive sur Gaïa, il y a les Cétras, ils sont en connexion avec la rivière de la vie, il y a une communication, une sorte d'osmose entre les humains et la Terre. Donc, elle se dit, moi, je suis meilleure, donc je vais les avoir et à leur propre jeu. Alors que si elle vient sur la planète des Guis et que les Guis, c'est un peuple guerrier, pourquoi est-ce qu'elle pourrait très bien se dire à ce compte-là, ok, moi, je suis meilleur que vous. Et donc, elle y va, en fait, et tu rencontres une Genova qui n'est pas du tout manipulatrice, mais plutôt en mode grosse fighteuse. Elle débarque et elle veut tous les fumer. Et c'est vraiment, d'entrée de jeu dès le début, tu rentres en plus dans cette mécanique de tutoriel où tu rentres dans des combats directs avec Genova. Et tu es un guerrier ultra puissant, donc du coup, tu n'es pas en mode... toi, tu apprends en tant que joueur, mais tu es un guerrier ultra puissant qui peut aller combattre une Genova. Et donc, du coup, tu as la défaite et derrière, l'amener sur Gaïa. Enfin, je me dis que ça peut être un des aspects. Là, moi, où j'avais du coup un petit désaccord avec vous, enfin, une autre idée plutôt, c'est que vous avez comparé soit elle arrive en mode manipulatrice, soit en mode guerrier, brutal, je les défonce. Mais moi, dans ma tête, j'ai l'impression que les Guis sont même pas au courant que Genova était chez eux. J'ai l'impression qu'elle a souillé leur rivière de la vie sans même qu'ils s'en rendent compte. Et en fait, sur Gaïa, ils se rendent compte qu'elle est là parce que les Cétras sont en lien avec la rivière. Mais il y aurait que des humains. Je suis presque sûr qu'ils ne se rendraient même pas rendu compte qu'il y avait Genova. Et en plus de ça, si vous prenez les Guis, leur couleur, c'est le violet. C'est la couleur de Genova dans toute la compilation FF7. Tu veux dire la Donc, couleur de leur peau ? Ouais. Ils sont plutôt bleus pour moi. Ils sont bleus. Ouais. Mais je me rappelle qu'on les avait même comparés à des navis. On avait dit c'est un peu des dark navis, les mecs d'Avatar, tu sais, qui sont super grands, qui sont bleus et qui ont ce côté un peu culture primitive et tout ça. Bleu bien foncé du coup. Attends, bleu pourpre. Bleu pourpre. Non mais je dois être daltonienne parce que c'est pareil sur mon précédent podcast, il y a Amélie qui me dit le précédent Shinra qui est en rouge et moi j'étais en mode il est pas violet. Alors je sais pas, je dois avoir un spectre plus bleu que la plupart des gens. Ouais, alors j'ai essayé. Attends, je vais regarder sur le téléphone. Mais vas-y, continue ton idée, monsieur Ténéré. Et du coup, en fait, quand on voit la couleur
du coup, pour moi, qui est violette des Guy, et le peu d'interaction, en fait, la primitivité de leur peuple, j'avais plutôt l'impression que Genova est venue polluer leur rivière de la vie, et qu'en fait, elle les a souillés jusqu'au plus profond de leur être, et qu'en fait, en continuant leur cycle naturel, en déchaînant leur guerre, peut-être en manipulant, mais juste pour qu'ils se battent entre eux, en fait, comme ils faisaient déjà, mais en l'intensifiant un petit peu, mais qu'elle a réussi à s'infiltrer dans les cellules des Guy, et qu'en fait, ils se sont reproduits en tant que guerriers de Genova. Et que comme ça, elle a bouffé leur planète tranquillou. Elle avait en serviteur les Guy, qui s'en rendaient même pas compte. Et que c'est comme ça qu'elle arrive à ses fins. Et qu'en fait, le seul truc qui change sur Gaïa, c'est que les Cétras sont en relation avec la rivière de la vie. Et donc, elle n'a pas réussi à se faufiler de manière discrète. Et elle est restée coincée comme ça 2 000 ans sur la planète à cause de ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Alors déjà, je confirme, effectivement, ils sont plutôt violets, t'as raison. Enfin, je comprends. Ou alors c'est la photo qui fait que rouge, mais ok. Moi, ce qui m'a frappé quand je t'écoutais parler, Julien, alors c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on en reparle, je me rappelle de ce qu'on a raconté la dernière fois, et je me rends compte que c'est un exercice hyper difficile de redire, de pas redire ce Oui, qu'on c'est a clair. redit sans le redire. C'est assez bizarre de se détacher des premières fois. Mais ce que je trouvais, moi, enfin en tout cas, ce qui m'a tilté, c'est un élément très simple, c'est parce que tu parlais beaucoup de puissance. Et j'aurais trouvé intéressant, en fait, que effectivement, quand tu es sur la planète des Guy, tu aies ce sentiment de puissance. C'est-à-dire que, en gros, parce qu'en plus, on avait dit on allait devoir avoir un gameplay sur le fait qu'ils peuvent pas mourir, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut pas intégrer d'entrée, parce que sur leur planète, ils ont le droit de mourir, normalement, les Guy. Ça pose pas de problème, ils repopent pas. Donc, de toute façon, le tutoriel, normalement, c'est pas le moment où tu es censé crever, quoi. Mais c'est que, du coup, on est sur leur planète, on a l'impression qu'ils sont surpuissants, mais que du coup, quand ils arrivent sur Gaïa, le fait qu'ils soient dans un monde qui n'est pas le leur, avec des monstres, des machins, enfin, des trucs comme ça et tout ça, enfin, d'autres êtres, que ça nous fasse ressentir, ça nous fasse perdre, en fait, ce sentiment de puissance, pour qu'on soit, en fait, comment dire, en empathie, en fait, avec des personnages qui, mis en dehors de leur environnement, sont un peu diminués, en fait, dans leur capacité de survie et tout ça, quoi, si tu veux. Moi, c'était surtout ça qui m'avait un peu tilté quand tu racontais ton truc. Pardon, il y en a Ça un pourrait double en qui veut plus dire un truc. expliquer pourquoi ils se rassemblent derrière. Pourquoi ils s'unifient entre eux pour essayer de survivre dans un univers qui était hostile, alors que peut-être à la base, sur leur planète à eux, ils se faisaient la guerre. Bah, c'est vrai que c'est marrant parce qu'on part tout. Enfin, moi, je le remets pas en question parce que c'est ce qui avait été amené par Julien la première fois. Mais le fait qu'ils ont que c'est un peuple qui est guerrier. Alors c'est vrai que si j'ai bonne mémoire, on avait un peu inventé une civilisation où effectivement il y avait différentes tribus qui se faisaient un peu la guerre entre eux et qu'en fait il me semble qu'on avait émis l'idée que Genova, elle aurait pu s'infiltrer dans l'une de ces tribus et qui soit celle de Guinatak, et que justement, elle leur donne un avantage par rapport aux autres, etc. Et qu'ils en avaient fait presque un peu une sorte de divinité ou je sais pas quoi. On n'était pas parti sur un truc comme ça, Julien? J'ai pas le souvenir de T'as ça. pas le Mais souvenir par de ça? contre, Moi, ça me moi, en parle. vous écoutant parler, j'ai peut-être une idée qui rajoute une cohérence au lore et qui en plus intègre l'idée de Mr. T. Vas-y. C'est les géostigmates. Si tu pars du principe que Genova était sur leur planète et qu'elle les a pollués, on a les géostigmates. Et ça, c'est génial. Qu'elle s'infile dans la rivière de la vie, que parce qu'elle est dans la rivière de la vie et qu'elle pollue la nature, machin, etc., il y ait, tu sais, tu peux facilement, avec une tribu, avec une sorte de tribu un peu primitive comme ça, dire, allez, vas-y, il y a des sortes de rites particuliers avec l'interaction avec la rivière de la vie, parce que vu que c'est des tribus qui sont très liées à la nature, et ben du coup, à ce moment-là, tu peux très bien dire, même si tu sais pas ce qu'est à ce moment-là la rivière de la vie, parce qu'ils développent pas leur spiritualité au point des cétras, ils la développent peut-être autrement ou sur d'autres aspects, mais en tout cas, tu peux réussir à raccorder tes violons en essayant de te taper un délire sur une sorte de baptême avec la rivière de la vie, qui fait que eux s'enduisent de ça, qui fait que si Genova pollue la rivière de la vie, elle les pollue, ça, en fait. que les géostigmates se développent et que peut-être au final l'esthétique
même littéralement physique des Gui, en fait, évolue peut-être. Alors, je pense que ça serait merdique de partir du principe qu'en fait, c'était des humains et qui deviennent des Gui parce qu'ils ont été complètement pollués par les géostigmates. Là, ça ferait trop... Non, mais je qui sais pas, je puisse trouve qu'il y a un truc qui n'est pas être, logique. qui puisse être perverti, en tout cas, par Ouais. l'essence de Genova, Et du au coup, même ça titre que leur planète, raccroche. quoi. Et ça raccroche avec ton idée sur le fait de dire qu'ils prennent la couleur de Genova. Et du coup, tu raccroches. Enfin, je trouve qu'avec ça, peut-être, tu raccroches un peu des trucs. Moi, à la base, je m'étais dit que sur la planète des Gui, ce qui aurait pu être intéressant, c'est de dire qu'avec les géostigmates, tu avais des animaux, comme partout, et les géostigmates les ont transformés en monstres. Alors, j'étais sur une idée comme ça un peu, et qui justifie comment les monstres arrivent sur Terre. Et qu'au final, en fin de compte, Genova, peut-être qu'on ne sait pas depuis combien de temps les monstres existent sur Gaïa, sur le principe. C'est jamais précisé. Est-ce que ça fait 5 ans? Est-ce que ça a toujours été? À la Je question, ne sais parce pas. qu'il me semble qu'on a une idée de l'origine maintenant. Mais putain, elle me revient pas du tout. Moi, j'ai pas la réponse. Mais par contre, c'est super intéressant. Je sais pas. Ah merde, alors moi, ça me tilte, mais j'arrive pas à raccrocher les wagons. Mais en tout cas, c'est pas grave. Mais maintenant que tu le dis, je me demande si c'est pas Chronos qui avait dit un truc sur les Evercrasis ou je sais plus quoi. Mais qui ressemble un peu à ce que tu es en train de raconter, d'ailleurs. Qui ressemble un petit peu à ce que tu es en train de raconter. Je pique vraiment les idées à tout le monde, en fait. Mais tu les piques pas, c'est pas une question de piquer, c'est une question de forcément on arrive un peu tous, enfin tu vois, c'est ça qui est sympa, c'est que nos idées elles divergent et les mondes s'entremêlent et se croisent à nouveau, tu vois, se séparent à nouveau. Chronos avait parlé des divinités de Odin et compagnie. Je sais pas s'il a parlé des monstres classiques. Non, après, mais je sais pas, il me semble qu'il y a quelque part un truc qui laisse sous-entendre que, mais je suis vraiment pas sûre de mon coup. Parce que forcément, il y a ceux qui sont générés par Ojo, bon, d'une certaine manière, mais il me semble qu'il y a un lien entre les monstres et Genova. Mais bon, bref, on demandera à la commu de nous renvoyer des explications en commentaire si ça leur pour te rejoindre, moi, en plus, j'arrive pas à m'en rappeler. Les monstres que fait Ojo, c'est grâce au civil de Genova. Bah de toute façon. Donc en fait, ça rejoint totalement. Allez, on valide notre idée. Et puis en fait, de toute façon, j'ai envie de vous dire, mais c'est ça que je trouve génial, c'est que tu vois, on vient seulement de commencer et en fait, on est 2 personnes sur 3 et on est déjà parti dans une autre direction. Donc je trouve ça trop cool, en fait, tu vois, sur la même base, tous les trucs qu'on peut inventer. Donc du coup, on se résume. Donc on a des Gui qui, donc, on reste sur cette idée de tribu un peu proche de la nature, primitive, un peu tout ça. L'arrivée de Genova, qui va pervertir du coup ce peuple en même temps que qu'elle aspire d'une manière ou d'une autre l'énergie vitale de la planète. Et qu'est-ce que merde donc à leur insu. En gros, ils sont pas au courant de c'est parce que Monsieur Ténéry, il disait que pour lui, ils étaient pas vraiment au courant de l'existence de Genova. Conscience. Voilà. Donc en fait, pour eux, il y a un cataclysme qui est arrivé, mais ils sont pas capables de l'identifier, quoi. Est-ce qu'on valide qu'on valide ça? Est-ce que je résume bien l'idée? Alors, j'ai besoin qu'on réponde à une question à ce compte-là. C'est que comment dire, quand ils vont être sur Gaïa, très vite, tu vois dans les... Alors, peut-être que j'ai pas tous les éléments. Quand on est dans le remake, dans le Rebirth, pardon, et qu'on va au Temple des Anciens, clairement, on t'explique qu'il y a cet affrontement entre les Cetra et Genova et qu'il y a ce combat au cratère noir. Ouais. C'est quand? Eh ben, parce que c'est après qu'elle soit arrivée sur la planète, donc il y a 2000 ans. Ouais. Enfin, il y a 2000 ans. Oui, ok, mais ça veut dire que c'est quasiment... Ça veut dire que c'est quasiment immédiat à son arrivée. Alors, on n'a pas un délai précis, mais c'est pas 100 ans, c'est pas 10 jours. On ne sait pas exactement. On ne sait pas exactement, mais parce qu'en fait, elle a infiltré d'une certaine manière la société Cetra avant qu'ils se rendent compte. Il me semble qu'il y a une couille ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, ils disent qu'elle fout un peu la merde d'abord avant qu'ils se rendent compte qu'elle était là, et c'est là qu'ils se rendent compte qu'ils essaient de battre. Donc ça peut durer quelques années quand même. C'est ça, ça donc, peut durer plusieurs générations. Donc ça veut dire que si c'est quelques années, alors je vais un petit peu aller en avant, mais parce que je vais vous expliquer le lien que je fais. C'est que, est-ce que dans le jeu, on va faire cet affrontement
entre les Cetra et Gaïa, entre les Cetra et Genova. Si dans le jeu, on intègre cet affrontement-là qui se passe 1 an ou 10 ans, après si c'est des générations, ça n'a pas de sens. Encore qu'on pourrait, mais bon, je pense que ça serait peut-être pas, enfin, faut voir. Mais c'est que si tu intègres ça, c'est-à-dire que ce qui peut être intéressant, c'est que les Guy, à un moment donné, sachent que Genova est quand même dans la boucle, parce que ça intègre un rapport de vengeance. Ou du coup, d'un seul coup, les Guy peuvent dire avec les Cetra, ou peut-être que les Cetra peuvent manipuler les Guy d'une certaine manière, pour à un moment donné, faire que les Guy, ce peuple guerrier un peu invincible, aille aussi à la bagarre. Et que Ouais. parce qu'ils ont une connaissance de comment ça s'est passé sur leur planète d'origine, ils ont déjà des éléments de réponse sur comment ça va se passer. Mm. Et donc, du coup, si jamais d'entrée de jeu on fait que les Guy n'ont pas notion de Genova, est-ce qu'à un moment donné, Genova, les Guy, ils en ont quelque chose à foutre de Genova en fait Alors moi, Bah, j'y sur Gaïa. J'y avais pensé en fait en vous écoutant, et en fait, ce qui peut avoir en aspect, c'est que, alors je vais m'avancer un petit peu, mais en fait, on sait que les Cetra se battent contre Genova et que les humains les trahissent. Et on pourrait imaginer que les Cetra se rendent compte qu'ils sont poutrés par les humains, savent qu'il y a un peuple barbare pas trop loin, se disent on va essayer de recruter les Guy. Et vous parliez de pèlerinage, on va revenir après, je pense, etc. Et pour les motiver, si les Guy se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas fusionner avec la rivière de la vie, ils pourraient leur dire on peut vous donner un accès. Imaginez si vous ne nous aidez pas, la planète va être détruite, peut-être comme la vôtre, le temps ça va s'arrêter, la rivière aussi. Et peut-être que les Guy vont se dire mais attendez, c'est ce qui s'est passé chez nous. Il y a une créature insidieuse qui s'infiltre. Est-ce que c'est pas la même? Et que les Cetra leur disent oui, c'est la même créature. Effectivement, elle vous a attaqué d'abord, elle s'attaque à nous. C'est le moment ou jamais, quoi. Moi, je pense exactement la même chose que toi, c'est-à-dire, alors déjà, pour moi, parce que je me rappelle qu'effectivement, les marqueurs temporels, enfin, la temporalité, elle nous avait posé souci aussi déjà la première fois. Et c'était le moment Faut d'ailleurs prendre des où je me partis pris, dis, quoi. c'est là qu'on voit que quand on dit à Nojima, faut que tu nous rajoutes du scénario qui doit s'intégrer dans quelque chose qui existe déjà et qui n'était pas prévu pour, c'est là que tu vois que tu rigoles en fait, pour accrocher tous les wagons. Mais pour moi, au niveau de la temporalité, effectivement, il faut qu'il se passe un certain laps de temps, voire au moins une génération. Pourquoi ? Parce que, alors quitte à faire une ellipse temporelle, j'en sais rien, mais en même temps, ça pose 1 milliard de questions. Mais parce que du coup, les Guy, ils vont avoir un problème à résoudre. Et ce problème, il est que la rivière de la vie n'en veut pas. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils aient crevé. Il faut que ce soit acté que, en fait, quand ils meurent, ils sont coincés et qu'ils aient envie de se libérer de ça. Et pour moi, du coup, il y a 2 choses qui peuvent effectivement les mettre enfin, comme moi je suis d'accord avec Monsieur Ténéré, c'est que le point d'unité en fait avec les Cetra, c'est que même s'ils n'ont pas conscience de Genova avant, une fois qu'ils arrivent sur la planète, ils peuvent faire le lien et se rendre compte que ah d'accord, c'est à cause d'elle qu'on en est là, et qu'en plus comme ils sont bloqués, bah ils sont un peu vénères on va dire, et que du coup bah les Cetra manipulant la rivière de la vie, il peut y avoir un peu l'argument du ah nous on peut peut-être vous aider parce que il me semble qu'ils sont quand même vachement rancuniers par rapport aux Cetra. Il y a quand même l'idée que les Cetra, ils leur ont un peu fait à l'envers à un moment donné, non ? Quand il en parle, Guinatak. Complètement. Et du coup, tu vois, une espèce de promesse de nous, on manipule la rivière de la vie, on peut vous aider à sortir de là, nanana. Et que ce soit par rapport à ça, tu vois, qui s'associe. Mais du coup, ça me fait penser à une chose qui... Alors, est-ce que c'est Genova qui leur donne l'idée de créer la Materia Noire ou est-ce qu'on ne sait pas ? Non. Alors, C'est la pas Materia spécifié ? Noire, C'est pas. en fait, il me semble, j'en suis presque sûr, mais il faudrait peut-être que je vérifie. C'est les Cetra qui leur filent Materia vide, et c'est eux, avec leur prière, qui la transforment en Materia Noire. Ah ouais, donc en Oui, fait... mais c'est qu'on ne sait pas si c'est sous influence de Genova. Sur le principe, normalement, il n'y a rien qui le laisse penser. Il n'y a rien qui le laisse penser, et D'accord. après, le Materia sont des condensés de souvenirs et d'âme, donc en fait, non, c'est des choses qui ont été vécues déjà. Non, mais parce que du coup, parce que vous m'auriez dit, bah ouais, c'est Genova, ça voulait dire que d'une certaine manière, ils ont confiance en Genova, tu vois, s'ils font ce qu'elle leur demande. Donc du coup, ça collait pas, en fait, mais ils n'ont pas forcément de raison. Parce que si on part du principe qu'ils sont vénères après Genova et que du coup, ils s'associent aux Cetra, on les C'est même à mentionne, l'inverse. on les mentionne pas, en fait, dans la guerre vraiment contre Genova. Donc en fait, normalement, notre histoire... Les Guy, ils doivent être... Elle doit s'arrêter avant la grande bataille contre Genova, finalement.
Bah, alors après, si tu veux raccrocher les wagons, qu'ils les mentionnent pas, c'est pas très grave dans un spin-off, Ouais, on puisque peut tu faire raccroches quelque genre. chose qui apparaît après. Mm. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que il y a une inimitié forte entre les Guy et Cétra aujourd'hui, Mm. mais qu'à l'époque, il y avait une amitié forte entre les deux, Mm. enfin amitié ou en tout cas respect, et que les Guy ont même prié les Cétra, puisqu'il y a eu des Mm. hôtels Cétra où les Guy priaient. Mm. Et il Donc le c'est faut. même une religion qui a été vouée aux Cétra. Et il est absolument primordial qu'il y ait une bonne entente au début. Si aujourd'hui, parce que quand tu l'écoutes, c'est pas une inimitié quand tu écoutes Guin Attack dans le remake, enfin dans le Mm. Rebirth, c'est, j'ai pas envie de dire de la haine, parce que c'est pas ce que tu ressens chez lui. Mais clairement, quand il te dit chut, il faut pas parler, ils nous entendent, c'est qu'à un moment donné, il n'a aucune confiance et il s'attend à se prendre un couteau dans le dos. Mm. Donc, pour justement justifier ça, il faut qu'il y ait une trahison. Mm. Ou du moins, qu'il pense qu'il y en ait une. C'est-à-dire que le Cetra, soit, si on repart dans un peu le délire qu'on a eu avec Hélène Chan, de fait de dire que finalement les Cetras, c'est pas du tout des gentils, mais peut-être qu'on peut partir du principe que ça en est vraiment, Enfin, c'est mais pas que des méchants Guin non plus, Attack mais a cru que. C'est ça l'intérêt, c'est que ce soit pas manichéen. c'est ça, voilà. C'est C'est-à-dire juste qu'ils ça. ont Les leurs Guy, c'est pas des intérêts. méchants. Voilà. Chacun a des intérêts et il y a des moments où ça colle et il y a des moments où ça colle plus. Et ce qui serait vraiment intéressant, c'est d'avoir un scénario, pour moi, à la Dragon Age des meilleurs temps, des premières heures, où tu es tout le temps dans la complexité. C'est-à-dire qu'en fait, tu te retrouves avec des gens que tu comprends et tu peux pas vraiment dire eux, c'est les méchants, eux, c'est les gentils. C'est juste que tu as un conflit d'intérêts. Et au milieu de ça, mais je suis pas sûre qu'on aura le temps de scénariser avec brio à ce point-là, mais on pourrait se dire que Genova, c'est notre mastermind en fait de manipulation derrière tout ça, et ça mettrait vachement Genova en avant, et ça serait vachement coolissime. Mais que du coup, en fait, voilà, la seule entité qui est gnark méchante, c'est Genova. On sait qu'elle est pourrie jusqu'à l'os. Et après, voilà, c'est toute la manipulation qui va faire que là où on avait des points d'unité, elle va commencer à fissurer le truc et à monter les gens les uns contre les autres et à faire qu'au bout d'un moment, ça va mal se terminer. Mais pour moi, le meilleur des scénarios, ça serait pas qu'on se dise, il y en a, ils sont gentils, il y en a, ils sont pas gentils, mais qu'on se dise, je comprends tout le monde. Et c'est juste, c'est comme ça, c'est compliqué en fait la vie, quoi. Tu vois, on va pas forcément donner raison à tout le monde, mais pour moi, les meilleurs antagonistes, c'est ceux dont tu peux dire, je suis pas forcément d'accord avec ce qu'il a fait, mais je comprends comment il en est arrivé là. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. On est bien d'accord. Mais alors pour ça, il y a potentiellement une solution, c'est de se dire que les Cetras vont trahir les Guy, mais que c'était pas intentionnel de leur part au début. Par exemple, on peut imaginer que les Cetras recrutent les Guy pour leur lutte contre Genova, qu'ils pensent vraiment les aider à rejoindre la rivière de la vie, mais qu'au moment où Genova est battue, ils se rendent compte que les Guy sont souillés par les géostigmates et les cellules de Genova qu'ils ont chopées sur la planète des Guy initialement, et que du coup, de les intégrer dans la rivière de la vie, ça la souillerait avec Genova. C'est ça. Ouais, un truc comme Qu'est-ce ça, que et vous en qu'en fait, pensez qu'ils aient un motif. C'est clair. Qu'ils aient un motif compréhensible, en fait. C'est ça, c'est parce que moi, j'ai trouvé ça intéressant vis-à-vis des Guy, c'est que les Cetras sont plus présentés comme presque une civilisation parfaite. C'est-à-dire qu'on a des gens qui nous amènent un regard, en fait, sur les Guy qui est beaucoup plus négatif que ce qu'on avait au départ. Et du coup, ça nous amène une perspective qui amène en fait cette complexité en fait, qui est moins manichéenne. Ce qui est pour moi un des meilleurs ajouts en termes d'écriture en fait dans la retrilogie, c'est d'avoir amené de la subtilité, d'avoir amené de la complexité là-dedans. Et du coup, j'ai perdu le fil de ma propre pensée. Alors attends. On a pas mal digressé là. Non, mais en fait, c'est là que je me rends compte, c'est rigolo parce qu'on n'avance pas du tout de la même manière que la première fois. On avait vraiment fait les choses dans l'ordre, on avançait. Mais en même temps, tu t'étais déjà posé plein de questions et tu avais déjà préparé ton truc. Et là, du coup, comme on crée au fur et à mesure, et en même temps, c'est super intéressant parce que du coup, en fait, avant de pouvoir mettre tes jalons, en fait, on est en train de faire l'étape que ce que toi, t'avais fait en préparation la première fois qu'on a enregistré. Oui. Parce que tu t'étais déjà posé des questions. Donc toi, tu étais arrivé avec un canevas.
Et entre guillemets, on déroulait ce canevas et on complétait, on va dire, au fur et à mesure. Alors que là, on est en train de créer le canevas. Et je trouve que c'est super intéressant parce que du coup, des questions en amènent un milliard d'autres. En fait, là d'ailleurs, je vous cache pas que j'ai Absolument. terriblement envie de faire un schéma pour mettre sur le papier. Mais alors attends, parce que du coup, d'ailleurs, je crois que je vais le faire en fait. Je vais essayer de trouver un bout de papier quelque part. Putain, j'ai pas de bout de papier assez gros, c'est con. Mais parce que du coup, comment dire? Ouais, en fait, il faudrait déjà qu'on pose les grosses bases scénaristiques en fait de notre jeu. Et de ces bases-là va dépendre en fait la manière dont ça va se dérouler finalement. C'est pas la façon dont ça va se dérouler va raconter le truc. C'est faut qu'on sache déjà ce qu'on a envie de raconter quoi. Et du coup, même sans entrer dans les détails, je pense qu'on est assez tombé d'accord sur le fait que, donc ce que je disais tout à l'heure, on a une manipulation de Genova qui, au départ, on a une unité en fait des Guy et des Cetra qui va être mise à mal en fait par la manipulation de Genova et que du coup, à un moment donné, on se retrouve avec une trahison en fait des Cetra et des Guy. Donc en fait, quand ça se termine, notre histoire, ça se termine vraiment de manière très triste parce que non seulement le problème des Guy, il n'est pas réglé, ils sont condamnés à vie, enfin à l'éternité même, c'est pire que ça, mais en plus, il y a cette fraternité qui va exploser, on va dire. Et putain, j'ai une idée qui m'a traversé l'esprit en parlant. J'ai pas voulu m'arrêter pour pas perdre le fil de tout le monde. Et du coup, elle me revient plus. Zut. Ah, c'était quoi? Vas-y, mais c'était Néré, je te laisse. Je vais essayer de retrouver mon idée. Alors, j'ai pensé même à une seconde trahison. Admettons que les Cetra étaient sincères au début et qu'en fait ils se rendent compte que les Guy sont pollués par Genova après coup Je sais ce et que que je veux du dire. coup ils vont sauver leur rivière de la vie donc ils ne peuvent pas les intégrer. Mm. Ils peuvent se dire excusez-nous les gars, en fait on s'est pas rendu compte au début que ça va pas être possible comme ça, mais on veut quand même vous aider. On vous donne une matériel vide, mettez vos prières dedans et ça va vous aider à trouver une solution pour vous libérer. Ils pensent bien faire, les Guy se mettent à prier. Il crée la Matériel Noir, comme on le sait. Sauf que le pouvoir de la Matériel Noir entraîne des effets qui sont quand même très néfastes pour les Cetra et Gaïa. Donc les Cetra se rendent compte, ah merde, on a fait une deuxième connerie, on peut pas faire ça non plus. Et là, du coup, ils leur choix la Matériel Noir, deuxième trahison. Les Guy se disent, attendez, ils nous prennent pour des demeurés depuis le début parce que c'est la deuxième fois qu'ils nous la mettent à l'envers. Et peut-être qu'à ce moment-là, en voulant empêcher qu'elle soit volée, on peut avoir notre héros qui a le dernier combat final contre les Cetra où notre héros peut perdre la vie. Mm. Juste, j'ai retrouvé mon idée. Je la donne rapido. Moi, j'aurais trouvé ça trop cool qu'en fait, on se rende compte que pour une raison que je n'ai pas eu le temps d'inventer et que j'inventerai certainement pas en une petite heure de temps, mais en fait qu'on se rende compte que l'association des Guy et des Cetra aurait pu venir à bout de Genova et que c'est pour ça en fait qu'elle œuvre à les dissocier et qu'en fait on ait ce sentiment de putain ils auraient pu s'en débarrasser et Putain. du coup ça a marché. Vous voyez ce que je veux dire? Il faudrait. Complet, ça doit être Ça serait- intéressant. C'est génial ça. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que tu mets en évidence le fait de dire s'ils avaient été unis, ils auraient réussi. Et donc tu restes dans la logique du fait de dire que, attention, l'ostracisation, le défi de l'autre, etc. Alors que si tu es en coopération, tu es en plus dans l'esprit des shonen, dans cet esprit-là des Final Fantasy, où en gros, vous l'avez pas fait, vous vous êtes pas fait confiance, ou il y a quelqu'un qui a foutu la merde entre vous et ça a rendu la situation délétère. Mais en fin de compte, si on avait mis les différences de côté, qu'on y sera allé, et ben là, du coup, Mm. tu rajoutes une dimension dramatique tout en ajoutant ça. à ta morale. C'est C'est ça. super cool. Et du coup, ouais, parce que du coup, en parlant de cette histoire de Cetra, je repartais dans l'idée que... Parce que l'idée qu'on avait amenée avec Julien, que j'aimais bien, donc c'était... On repart sur le gameplay, mais c'était la constitution de l'équipe, évidemment. Parce que si t'as que des Guy... alors soit on fait un jeu à la Crisis Core pour de bon et on fait qu'un seul perso, mais je trouve c'est dommage. Et on s'était dit qu'on pouvait mettre en fait des compagnons
qui soit issu de plusieurs races, ou qu'on ait au moins un compagnon, par exemple, qui soit un Cetra, et qu'on le vive en fait de l'intérieur, ce conflit. C'est-à-dire que, en gros, le conflit, enfin disons que la fraternité naissante et ensuite la division des Cetras et des Guis, elle se cristallise dans des personnages qu'on va incarner, parce que c'est pas juste une histoire qu'on te raconte de manière globale et de loin, mais qu'on la vive au travers de nos personnages. Donc c'est-à-dire que nous, effectivement, on était parti dans l'idée qu'on incarnait Guinatak, et je pense que c'est le meilleur choix qui soit, pour les raisons que Julien avait expliquées. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais qu'on ait du coup au moins un compagnon Cetra, en fait, qui nous permettent en fait de cristalliser justement tout l'enjeu des Cetras vis-à-vis des Guis, etc., quoi. Julien, t'avais envie de dire je vais même aller un peu plus loin. Vas-y. Ouais, je vais même aller un peu plus loin dans ce que tu dis. Et de mémoire, je crois que je t'avais envoyé ça après le podcast qu'on avait fait à l'origine. Je te l'avais envoyé par mail. Le Cetra qui est avec nous. Et si idéalement, ce Cetra-là, c'était une femme, grande, blonde, fine, et qu'en fin de compte, ce personnage-là, alors à voir par quels moyens on mettrait ça en place, et est-ce que ça doit être Genova ou ça ne doit pas l'être, est-ce que c'est juste une personne qui est en prise, mais en gros, la fameuse Genova qui est dans la cuve à Nibelheim, et que Sephiroth va chercher, cet être, ouais, je vois ce que tu veux, cet être qui est féminin dans à moitié. Et bien si ça, c'est notre personnage, si c'est notre personnage Cetra. Donc on croit que c'est un Cetra, mais en fait c'est Genova. Non, moi, dans mon idée, ça serait de dire qu'en fait, c'est vraiment un Cetra. Ça aurait été idéalement la fille qui va être en mode « Ouais, vas-y, vous êtes différents, mais c'est vachement intéressant. Je vais vous faire découvrir notre culture. » On découvre, un peu à l'image de Tidus qui débarque sur Spira. Par le biais de cette nana, tu avances dans ton aventure où elle t'explique les rites de fonctionnement, leur société et tout ce qui s'ensuit, où il y a justement cette émulation qui se fait entre eux et que vraiment tu es en mode putain, les super potes quoi. Et à un moment donné, il y a une citation où moi j'avais imaginé le combat sur le combat contre Genova au cratère nord, et que là elle se fasse infecter par Genova, cette Cetra, et que avec ce système-là, en gros, Genova en vient à foutre le bordel de l'intérieur. Elle prend de plus en plus le pas sur la Cetra. Elle fout son bordel, et en gros, la trahison pour les Guis vient de cette nana, sans savoir que c'est Genova. Ouais, moi, ça me et rappelle. Qu'au final, lors d'une situation. Vas-y, finis. Pardon, ouais. Et lors d'une situation, en gros, ce personnage-là devient un peu le porte-étendard de Genova à l'image de Sephiroth, et à la fin, dans je ne sais pas quelle situation, elle se retrouve prisonnière dans de la glace, etc. Et au final, à la fin, ça sera Gast, je crois que c'est Gast qui retrouve ce corps-là. Ouais. Et Gast le retrouve, et tu rajoutes encore une dimension en mode genre, ah putain, on a retrouvé Guinatak, mais aussi on a retrouvé celle-ci. En fait, c'était une ancienne Cetra, et c'est elle qui a tout foutu. Mais qui a ton foutu le bordel. personnage, c'est Rosa. Ton personnage, c'est Rosa de Loveless, en fait. Le personnage de Loveless. Ah oui, alors, par contre, parce que moi, je reste sur. Parce que alors, c'est une de. C'est moi qui parle Loveless. Non. Tu vois, je dis bien aussi. Mais non, parce que là, tu m'as ramené sur ma théorie cacahuète. C'est ma théorie cacahuète préférée, d'ailleurs. Moi, je veux tellement qu'elle soit vraie dans le jeu, celle-là. Donc, du coup, forcément, peut-être je suis un peu matrixée, mais quand j'avais fait ma vidéo, du coup, sur les invocations. J'avais parlé à un moment donné du délire sur les chevaliers de la table ronde. Enfin, j'avais fait plein de liens entre la pièce de Loveless, Genova et le Queen's Blood et les chevaliers de la table ronde et tout plein de trucs. Et pour moi, donc, quand tu vas au Gold Saucer, donc tu as ce personnage de Rosa qui est une espèce de prêtresse de la fameuse déesse qui fait des dons et nanana là, voilà. Et en fait, moi, j'avais émis l'idée. Alors, je sais. Où est-ce qu'on l'a. Attends, est-ce que je l'ai mis dans ma vidéo ? Ou est-ce que c'est parce qu'on en avait parlé la dernière fois ? Putain, mais moi, je sais plus. Mais enfin, l'idée que la sorcière d'Émeraude et la reine de Grenat sont une seule et même personne, en fait. Et que, en fait, la sorcière d'Émeraude, c'est une Cetra qui a été pervertie, en fait, par Genova. Et c'est pour ça que ça me fait penser à ça, en fait, ton truc, et que je disais ton personnage c'est Rosa, quoi, parce que c'est vrai que moi j'avais en tête ce
ce personnage en fait qui, tu vois, qui est un peu biface comme ça avant et après la perversion de Genova. Parce qu'en fait, mon idée jusqu'au bout, c'était que les chevaliers de la table ronde, c'est la mémoire des chevaliers humains en fait qui sont partis battre Genova et qui ont échoué et dont le chef de file c'est Alfred et Alfred en fait qui va échouer parce que Rosa étant sa bien-aimée, en fait quand il se rend compte que en fait, celle qui doit combattre, c'est sa bien-aimée pervertie. Du coup, il fait marche arrière, en fait. Et que du coup, c'est leur haine de Genova, en fait, qui est cristallisée dans la matéria, qui va donner Chevalier de la Table Ronde. Enfin bref, scénario, cacahuète, tout ça, tout ça. Mais c'est pour ça que je me disais, ton personnage, c'est Rosa, quoi. C'est cette idée de sorcière émeraude, de reine écarlate. Et moi, j'aime bien mon idée. Bon, vous, peut-être pas, mais moi, du coup, je fais des liens avec ma théorie cacahuète, ça me plaît bien. Alors, ta théorie n'est pas forcément défondée parce que quand tu regardes la pièce de théâtre, tu vois Rosa qui danse derrière Alfred et on dirait une Ah, mais je magnétiste qui l'ai gère un pantin. expliqué au poil de cul dans ma vidéo, les gars. C'est pour ça que moi, je vous dis, et je vous le dis, si dans la 3e partie j'ai raison, je tape le plus gros flex de ma vie. Mais bon, bref, pardon, j'ai digressé. Bon, on n'a qu'à l'appeler Rosa, ce sera son nom de code, notre personnage Cetra. Enfin, je sais pas, du coup, je te laisse donner ton avis sur la proposition de Julien, monsieur Ténéré. Moi, ça me paraît pas mal du tout. Et du coup, moi, je propose qu'on l'appelle Très Rosa. cohérent. Nom de code Rosa. Sachant que même si elle n'est pas pervertie à 2000%, le fait qu'elle ait des cellules et qu'elle ait des flashs qui peuvent la perturber, et si du coup en plus les Guy ont aussi des cellules de Genova, des Geostima, ils auraient des flashs aussi qui vont créer de la défiance, et que c'est comme ça qu'elle sépare les deux et qu'elle s'assure la victoire en leur créant une division. Et alors du coup, on va essayer, parce que bon, là ça fait quasiment 1 heure. Donc on a un peu posé les jalons. Je vous propose qu'on essaye maintenant, au moins rapidement, de donner un peu comment dire, d'habiller le squelette qu'on a donné. Et si ça vous va, première question, parce qu'on se l'était posé avec Julien, on y avait répondu, mais comme les auditeurs n'ont pas entendu le premier podcast, on va quand même être obligé d'y revenir. Le météore s'écrase, du coup, sur Gaïa, au cratère nord, et notre théorie, elle est bien mignonne, mais les Guy, on les retrouve à Canyon Cosmo. Et ça veut dire, si forcément ils ont... Comment dire ? Si ils meurent en étant coincés sur Gaïa, ça veut dire qu'il y a des survivants après le crash du météore. On est d'accord avec ça ? Ouais. Oui. Oui et non. C'est-à-dire qu'on peut partir là-dessus. Pour moi, tu peux aussi partir du postulat que il meurt sur Gaïa. Oui, c'est ça. Qui te dit que l'impact c'est pas à l'impact qu'ils vont mourir et que du coup, ils sont quand même à un moment donné. Alors, il y a des Guy encore en vie quand Gaïa, si on part du principe que la planète des Guy, c'est le météore sur lequel est arrivé Genova, ça veut dire que quand elle arrive sur Gaïa, il y a des Guy qui sont encore en vie dessus. Puisque forcément, ils vont c'est ce que tu disais, ils vont mourir sur Gaïa. C'est comme ça qu'ils se retrouvent coincés. Surtout qu'on parlait de les faire vivre quelques années potentiellement sur Gaïa et qu'ils se rendent compte qu'ils meurent mais qu'ils peuvent pas revenir. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut qu'ils arrivent en vie et il faut qu'ils atterrissent. Comment ils atterrissent à Canyon Cosmo, quoi. C'est un parti à prendre. Est-ce qu'il faut qu'ils restent en vie ? Est-ce que tu as besoin qu'ils soient en vie pour raconter ton histoire ? Eh ben oui, s'ils parce meurent que... tous d'entrée de jeu. En fait, s'ils meurent en arrivant sur Gaïa... Si tu joues avec des morts, il n'y a rien qui l'empêche. Oui, mais il faut qu'ils meurent en arrivant sur Gaïa. Mais ce que je veux dire, c'est que quand Genova, elle fait de la planète son vaisseau, ils sont pas morts sur leur... Parce que s'ils meurent sur leur planète, ils se retrouvent pas coincés sur Gaïa. Tu vois ce que je veux dire ? Après, on peut décider qu'ils meurent à l'impact. En fait, le truc, c'est que moi, c'était le seul un petit peu, j'avais trouvé dans ce que j'avais écrit. Alors, il peut y avoir des trucs qui manquent de cohérence, mais s'il y avait vraiment un truc où c'était ta gueule, c'est magique, c'était ça. Comment, quand tu vois le météore arriver sur Gaïa, c'est une boule de feu, il n'y a pas de vie, tu n'as pas d'eau, il n'y a pas de végétation. Comment est-ce qu'ils vivent là-dessus ? Parce que techniquement, tu ne sais pas. À partir du moment... Où est-ce que tu les trouves dans Rebirth ? Dans une grotte. Ils vivent sous terre. Donc, après, quand tu prends, même sans aller plus loin, mais tu prends l'humanité, il y avait des dinosaures qui étaient là, ils ont pris une boule de feu de 20 km de diamètre sur la tronche, il y a eu des survivants, nous. Donc, en soi, c'est magique, mais tu peux te dire que
dans une grotte du météore ou un truc comme ça, ils aient survécu à une petite poche de Et ça ben, le c'était choque la pas. seule truc que j'avais trouvé, enfin, qu'on Mm. avait trouvé de à peu près logique. Mais c'est pareil. Gaïa, tu sais pas combien de temps Genova se déplace dans Dans l'univers l'univers. Hein. avant de trouver la Terre. Mm. Est-ce que derrière, à un moment donné, elle avait mis un pointeur sur Gaïa et elle a dit je vais là-bas, ou alors c'est vraiment au pif. Bah, Et peut-être donc elle va tout derrière, droit, puis combien elle de finit par temps tomber sur tu un dois truc. rester? Bah oui. Mais donc du coup, ça veut dire que tu restes pas un week-end dans la Mm. grotte. Techniquement, ils peuvent y passer des années. Alors, Comment ils tiennent là-dedans? alors, je pense quand même que pour se déplacer, Genova a besoin de carburant et que le carburant, c'est la rivière de la vie. Donc, il faut qu'elle ait du carburant pour arriver sur la planète où elle va. Mm. Donc, normalement, il reste encore un peu de rivière de la vie jusqu'au Ah, tu moment le où vois elle comme passe. ça. Et donc, il leur reste, pour ceux qui survivent et qui sont au bon endroit au bon moment, un peu de chance de récupérer un peu de bouffe, un peu de trucs comme ça. Moi, j'ai le flash. L'autre chose Pardon, que vas-y. je trouve Vas-y, monsieur L'autre Pino, chose pardon. que je trouve dommage s'il meurt dès l'impact, c'est que je trouve que la relation Cetra-Guy déjà mort, donc esprit de Guy, sera moins percutante et que je pense que ce qui peut être aussi percutant dans l'histoire, c'est qu'on ait un Guy d'attaque vivant qui Mm. meurt dans le jeu. Mm. Alors, je suis d'accord avec toi, ça, c'est une dimension, s'il meurt à l'impact, tu perds en dimension dramatique au moment des Oui, parce qu'il trahisons faut et qu'on au moment où vive. tu vas vraiment vouloir pousser quelque chose. Il faut qu'on vive la prise Après, de conscience de Guinatak du fait qu'il peut pas mourir, en fait. Il faut qu'on te le et là, montre, après, moi, ça. je pense que c'est. Ouais, je suis pas sûr. Bah, pour moi, Je pour pense moi, pas en que ce soit termes, une nécessité. pour moi, en termes dramatiques, ça marche mieux si tu le vis de l'intérieur. Déjà, moi, alors j'avais un flash d'un truc. C'est juste un flash comme ça, hein, mais que en termes, pareil, en termes de pathos, on va dire, enfin de dramatique, j'aurais trouvé ça trop cool. C'est qu'en fait, les Guis, ils cherchent refuge, du coup, dans les tréfonds de leur planète, et plus ils descendent, et en fait, à un moment donné, ils se rendent compte qu'il n'y a plus rien, c'est-à-dire qu'ils arrivent dans le noyau de la planète, et le noyau, il est vide, en fait. Et que tu sais, ils se prennent vraiment dans la gueule le fait que. Ou alors, il y a un tout petit reliquat d'énergie vitale ou un truc comme ça. Alors, forcément, c'est très terraformé, ma pensée, parce qu'il y a vraiment l'idée de notre planète à nous avec le magma interne et tout. C'est un peu un fonctionnement un peu similaire, tu vois. Mais en fait, plus ils descendent et à un moment donné, ils arrivent et il y a cet immense trou là qui peut peut-être leur sauver la vie, tu vois, mais qui va se faire parce que là, ils se rendent compte qu'en fait, il y a plus rien et que leur planète est en train de crever, tu vois. Et pour moi, l'impact émotionnel à ce moment-là, il peut être cool. Et moi, après, ça restera pas. En tout cas, pour moi, c'est toujours mon point de vue. C'est que si tu veux. En fait, l'intérêt d'un jeu vidéo, c'est qu'on incarne en fait les personnages. Donc, on ne sera jamais touché de la même manière par quelque chose qu'on vit de manière extérieure et quelque chose qu'on te fait vivre de l'intérieur à travers ton personnage. Donc, pour moi, d'avoir un Guinatak qui va vivre en fait comment dire, qui va réaliser que lui ou son peuple ne peuvent pas mourir et qu'on te fasse vivre le choc émotionnel en fait que c'est pour lui, pour moi c'est plus impactant que si on se contente de te le raconter de l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas besoin que ce soit juste raconté de l'extérieur, tu peux très bien lui faire vivre ça. Mais c'est ce que Même je si disais. tu vas aller. Non, Oui, mais va au bout mais de ta c'est que du coup, pensée, Julien. ce que je veux dire, c'est qu'il a. Soit tu peux dire, il se fait tuer Alors en plus, tu le verrais comment? Pas à la fin du jeu. Ah non, non, non. Moi, je le verrais bien à la fin. Moi, je le verrais bien à la fin, au moment de la trahison. Ou en voulant sauver la Materia Noire, ou je sais pas, enfin, un rêve qu'il a empêché quelque chose. Par exemple, la Materia Noire, ils veulent lui voler, les Cetra. Il veut empêcher parce que c'est le dernier salut de son peuple, et il se sacrifie pour l'avoir, et en fait, il voit qu'il perd tout espoir, et il part à ce moment-là. Mais du coup, il est pas. Est-ce qu'il sait déjà que son peuple vit ça? Ah bah oui. Il faut impérativement. On est d'accord. Tu vois, ce C'est qui peut juste être que même là, il va le intéressant, vivre en fait. c'est que Là, il va le vivre. Et tu vois, en fin de jeu, tu vois sa transition à lui, où lui, il meurt et il ne peut pas vivre, et là, il le ressent encore plus pleinement. Ah, j'aime bien, moi. Et c'est la scène de fin. Ah ouais, j'aime bien, moi. Tu voulais dire quelque chose, Julien? Ouais, j'imaginais une situation où, alors supposons que Guinatak ne meurt pas, et on reste dans votre postulat à vous. Il
Il part à l'aventure, peut-être pas avec des amis à lui, il part avec d'autres, enfin, il va faire je ne sais quoi. Et en fait, quand il revient, donc il sait déjà que les Cétras, que les Guis ne peuvent pas rejoindre la rivière de la vie. Donc il va pour chercher des solutions, il va chercher la Matéria Noire, par exemple, ou ce genre de choses. Et quand il revient, il a quitté ses amis et il a quitté ses amis. Il y a une bonne entente avec les Cétras. Et quand il revient, il découvre qu'ils sont humiliés parce qu'ils sont enfermés dans une grotte. On a condamné le truc. Ils se font défoncer dès qu'ils sortent parce qu'ils veulent juste essayer de trouver des solutions. Il y a une sorte de chien rouge qui vient leur mettre une grosse fessée en mode non, toi tu vas mourir et tu vas retourner là-bas. Et que Ginata qui revienne avec ça. Où là, tu vois, tu pourrais vraiment exploiter une dimension. Ah oui, là, la trahison, elle est là. Tu vois. Ça peut être l'une des trahisons en tout cas. Où vraiment, il découvre qu'ils ne pouvaient pas leur faire confiance, qu'ils les ont aussi trahis de cette manière-là. Après, ça dépend comment on constitue. Mais là, on est en train de, comment dire, on essaie d'imaginer des situations vraiment qui sont impactantes, mais on n'arrive pas à trouver notre socle commun là pour l'instant. C'est ça qu'il faut qu'on arrive sur lequel il faut qu'on arrive à se positionner. Pour moi, ton idée, Le socle commun sur quoi? Sur comment tu veux constituer vraiment l'histoire sur Gaïa. Alors, j'ai juste une on question a avant, pas mal de choses sur lesquelles on est d'accord. paraît importante. C'est que dans la grotte des Guis, ils ont fait des totems pour que les esprits des Guis trouvent refuge. On est d'accord sur ça. Oui, c'est dans les Est-ce statues. que pour ajouter un impact et par rapport au gameplay, dire que quand ils arrivent, il n'y a pas ces statues-là, et que du coup, les esprits qui meurent ne rejoignent pas la rivière de la vie, mais ne sont plus métamorphosés ou manifestés ou ce que vous voulez, et en fait errent sans but et sans pouvoir réapparaître. Et de se dire que du coup, ils ont construit ça derrière, mais que là, et que si on meurt trop loin de ces totems, on perd l'âme ou quelque chose comme ça. Pour mettre un enjeu à Ginata s'il meurt dans le gameplay. Ah, tu veux dire qu'il a le... Bah... Non, parce que du coup, si je te comprends bien, ça veut dire qu'il meurt définitivement, mais il peut pas. Ça veut dire qu'il meurt, qu'il n'est plus reproduit, mais en fait, juste son esprit erre quelque part. Ah oui, d'accord, il n'a pas de point d'ancrage. Il n'y a pas de point d'ancrage, exactement. Parce que ton perso, si tu sais que s'il meurt, il réapparaît à la grotte et que de toute façon tu vas le récupérer, tu as peut-être moins d'impact à sa mort que si tu te dis que son esprit et son image va être dissoute. Oui et non en même temps, parce que si tu prends, je reprends mon truc de Crisis Core, je veux dire, si tu meurs avec Zack, tu repopes au prochain checkpoint en fait, tu vois ce que je veux dire? C'est pas faux. Parce que tu sais que de toute façon, tu vas aller au bout de l'histoire. Et en fait, on le sait depuis le début qu'on n'a pas le choix. Alors à la limite, parce que finalement, de toute manière, c'est toujours comme ça dans un jeu. Tu sais que tu vas pas mourir complètement. Tu repoperas toujours à ta dernière sauvegarde ou je sais pas quoi. Alors par contre, tu peux toujours mettre un système, même si ça va faire un peu cheap ce que je raconte, mais tes points de sauvegarde ou tes checkpoints, c'est des totems. Du coup, c'est des totems avec lesquels ils se connectent. Et du coup, on part du principe que si tu meurs, il repop à cet endroit-là parce qu'il s'est connecté à ce totem-là. Ou tu vois, où genre il a une statue à lui, il a la sienne, et tu la poses sur un socle ou je sais pas trop quoi, ou tu vois, une connerie quoi. T'inventes un truc qui fait que, en fait, tes checkpoints, c'est des totems à esprit. Et du coup, quand tu meurs, flouf, tu reviens sur ton checkpoint. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Et par rapport à ce que tu disais, Julien, il y a juste une nuance que... moi, je comprends ton idée, je la trouve super intéressante. C'est juste que quand tu dis les Guis, ils voulaient juste trouver des solutions. Mais c'est là qu'en fait, pour moi, il y a toute la complexité. C'est que pour eux, ils essayent juste de trouver des solutions. Mais on peut rajouter de la rancœur, on peut rajouter de la colère qui vont faire que quand ils vont chercher des solutions, ils vont pas forcément les chercher gentiment. Et que du coup, en face, en fait, tu vois, c'est toujours pareil, c'est qu'on se dise, bon, les Guis, ils y sont allés de manière un peu vénère, parce que ça se trouve, ils se sont rebellés, ils en ont eu marre, comme tu dis, d'être enfermés, d'être machin, donc, tu vois, ils ont voulu se barrer de là, et avec de la colère, donc on peut les comprendre, et en même temps, toujours pareil, oui, mais ils l'ont fait d'une manière qui a fait que, en face,
le gros lion rouge qui leur botte le cul, il a des raisons de leur botter le cul, si tu veux. Tu vois, c'est toujours pareil. C'est pas juste. Parce que justement, rien n'est simple, en fait. Et pour moi, c'est ça que l'histoire, elle doit vraiment nous montrer. C'est de pas avoir ce côté manichéen. Tu vois, les guis, faut pas que ce soit des gentils guis avec qui tu vas être tout le temps en empathie. Il faut qu'il y ait des moments où tu te dises, là, ils ont pas forcément fait les choses comme il fallait. Et en même temps, que tu te dis, j'aurais été à leur place. J'aurais peut-être fait pareil. Mais je comprends pourquoi ils ont fait ça, mais parce qu'ils l'ont fait comme ça, je peux comprendre qu'en face, ça n'ait pas été compris. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, non, mais c'est Qu'on clair. reste toujours dans quelque chose Ah. d'un peu subtil. Et puis comme on était parti dans l'idée que c'était un peuple un peu primitif, un peu guerrier, un peu tout ça. Donc on a des gens qui sont fiers, qui sont des warriors et tout ça. Donc tu vois que leur esprit guerrier, à un moment donné, ils aillent... voilà, que quand ils essaient de trouver des solutions, c'est pas forcément la diplomatie leur première... En même temps, c'est le cas dans le jeu. Hein? Parce qu'en fait, c'est le cas dans le jeu, parce que Mm. leur solution finale, c'est la matériel noir. Sauf que le matériel noir, c'est bon que pour les guis, et Mm. c'est mauvais pour tous les C'est autres ça, humains sur c'est ça. Gaïa. Et on peut Donc tu peux comprendre les qu'ils aient comprendre, envie de disparaître à tout prix, et en même temps, tu te dis, ouais, mais le prix à payer pour le reste de la planète, et tu peux comprendre que les gens n'aient pas envie de leur filer, en fait. complet. Et c'est ça le truc, c'est que tu te retrouves à un moment donné où il n'y a pas de solution, il n'y a pas de bonne réponse, en fait. Il y a juste des gens qui essayent de survivre, chacun avec ce qu'on appelle tout bêtement des conflits d'intérêts, quoi. Et que c'est ça qui va faire les dissensions, quoi. Là où Julien avait quand même pointé un truc intéressant, très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de solution parce qu'ils ont leurs objectifs qu'ils voient personnels, mais que s'ils s'étaient mis ensemble à la table et qu'ils avaient l'objectif commun, ils auraient pu trouver la solution pour se débarrasser de Genova et potentiellement accepter tout le monde. C'est ça. Vous vous rendez compte quand même, là, juste ce qu'on a dit là, tous les axes de travail que ça représente, et de réflexion, et qu'il faut tout recalquer, qu'il y ait une cohérence globale. En 2 heures, on le fera pas. Super intéressant. Ça se fait pas en 2 heures, un jeu. C'est clair, c'est impossible. Même une ébauche. Mais après... il aurait fallu au moins 5 heures. Non, mais pour avoir le scénar complet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est 12 heures, on a le jeu. C'est juste qu'on lance des pistes de réflexion. Nous, on lance des pistes de réflexion, et puis après, les gens qui nous écoutent, ils vont se faire... mais c'est ça qui peut être cool, c'est qu'après... peut-être les gens, ils nous ramènent en fait les histoires que eux ils se sont inventées, tu vois, sur la base de ce que nous on a dit. Enfin, je veux dire, après on s'amuse, hein, on va pas sortir un jeu demain. N'empêche que moi je trouve que ça prouve quand même un truc, c'est que ça serait une putain de bonne idée quand même de faire ce spin-off, quoi. Parce que c'est clair. On n'a pas parlé de comment est-ce que ça nous permettrait de... Parce que forcément, il y a un moment donné où si les guis ils rentrent en contact avec les Cétras, ça veut dire que du coup tu découvres toute la civilisation Cétra qu'on a vu que par le bout de la lorgnette, et en plus qu'on a vu que dans la vidéo de la Shinra qu'on voit dans Remake, en sachant pas du tout si c'est véritablement à ça que ça ressemblait ou pas, parce qu'il me semble que d'ailleurs je sais plus quand dans une interview avait dit que ce qu'on voit en fait dans cette vidéo, c'est la version de la Shinra qui est fantasmée, tu vois, mais du coup ça permettrait de développer aussi la civilisation des Cétras, et si on va jusqu'à la bataille contre Genova, mais je sais plus si on avait dit qu'on y allait ou pas, ça veut dire aussi peut-être le bouleversement de la civilisation des Cétras, parce que faut pas oublier qu'au moment où Genova elle est là, enfin au moment où ils attaquent Genova, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est pas genre elle arrive et elle se fait tout de suite défoncer, parce que les humains au départ en tant que tels, ils n'existent pas dans la civilisation Cétra. C'est une partie des Cétras qui vont se sédentariser et qui vont du coup perdre leur connexion au fur et à mesure avec la rivière de la vie, nanani, nanana, qui, génération après génération, génère les humains. Or, on sait que quand les Cétras se lancent dans la bataille finale où ils vont sceller Genova, il y a des Cétras et il y a des humains. Donc ça veut dire en plus que tu découvres une civilisation Cétra qui est en train de vivre des bouleversements en interne et qui du coup est un peu divisée, un peu fragilisée, ce qui va la rendre peut-être aussi du coup un peu plus méfiante, etc., quoi. Et du coup, il y a plein de trucs, ne serait-ce qu'en termes de lore, en fait, qu'on pourrait développer sur Genova, sur les Cétras, sur les guis, sur... Chronos, il te dirait sûrement sur la civilisation de Gardia, s'il tentait qu'elle a vraiment existé, etc. Enfin,
il y a masse de trucs à dire dessus. Donc c'est sûr qu'on pourra pas tout traiter en 2 heures de temps, ça c'est clair, quoi. Donc, ils sont tombés. Ils vont chercher leurs potes autour qui potentiellement ont survécu. Mm. Ils se rendent compte qu'ils sont dans la merde niveau mort, qu'il y a un souci. Ils tombent sur une caravane des Cétras qui se déplace pour leur pèlerinage à eux parce que c'est leur religion à eux, c'est leur civilisation qui fait comme ça. Ils sont embauchés en tant que mercenaires parce que l'influence de Genova a créé des monstres dans le monde qui est devenu dangereux et donc ils vont défendre. Et en échange, les Cétras se disent que grâce au pèlerinage, ils vont trouver une solution de bonne foi en plus pour aider les guides par la suite. Et tu vois, par exemple, un truc qui pourrait faire que les guides ils commencent à être en confiance avec, tu vois, les Cétras ou un truc comme ça, c'est que par exemple, l'idée des totems qui récupèrent leurs âmes, ça peut être un truc que les Cétras les aident à fabriquer, tu vois. Et en fait, sauf qu'au début, bah, ils sont pas coincés à Canyon Cosmo puisqu'ils sont pas encore ostracisés. Donc en fait, ils les prennent avec, si tu veux, ils se trimballent avec leur totem d'âme et qu'en attendant, tu vois, en arrivant quelque part, en fait, ils trouvent un gars qui leur dit, bah, vous pouvez peut-être faire ci ou faire ça ou je sais pas quoi, tu vois. Et du coup, ils se disent, ah bah, eux, ils comprennent comment ça marche ici. On a déjà un point d'ancrage qui fait que nos âmes, elles partent pas, elles volent pas n'importe où, n'importe comment, un peu comme des fantômes ou je sais pas quoi. Et du coup, ben, eux, ils disent, ah bon, bah, eux, ils savent, et ben, on va les suivre parce que peut-être on peut aller encore plus loin et peut-être on peut trouver la c'est solution. ultra cohérent parce que ça explique pourquoi les guides après vont prier les Cétras en se disant putain les mecs ils ont vraiment un savoir au niveau de la rivière de la vie incroyable, c'est presque des demi-dieux pour nous quoi. Alors, je crois Vas-y. que je vois une incohérence et après j'ai une question. Enfin, d'abord la question. La première, on avait dit que comment ça s'appelle, un bout de terre se disloquait de la terre des Guis arrivés à Canyon Cosmos. Pourquoi? Parce que moi, dans mon idée de base, c'était que quand les Guis mouraient, c'était pas instantané. C'est-à-dire que, comme Guy Natak le dit, on refuse l'accès à la rivière de la vie. Il a dit on avait qu'ils y aillent. Ça veut dire qu'ils y vont à la rivière de la vie. Donc, c'est-à-dire que les mecs, ils meurent, leur esprit se disloque, ils rejoignent la rivière de la vie. La rivière de la vie leur dit Denada, enfin non pas Denada, elle dit non, et ils repopent quelque part. Ils repopent où? Et moi, l'idée, c'était de dire qu'ils étaient en lien avec l'endroit en fait où ils sont morts. Là, dans notre histoire, parce qu'en fait, ils meurent pour moi à l'atterrissage, et en gros, ça les fait toujours revenir dans la grotte. Raison pour laquelle, en fait, ils sont toujours condamnés dans cette grotte-là, parce que sinon, ils se butent, et s'ils réapparaissent n'importe où et qu'ils popent au pif, ben, ils ont juste qu'à se buter, ils sont sortis de la grotte, c'est réglé. Alors, il y a une solution. Pardon, ceux qui vont, pour moi, aller dans la caravane, c'est pas forcément tous les guides Canyon Cosmo, ça peut être juste certains d'entre eux. Bah, eux, ils repopent. En fait, tu régènes pas à chaque fois à Canyon Cosmo, parce qu'il y a cette histoire de totem, en fait. Vas-y, monsieur Ténéré, ce que tu veux dire? Il y a une solution. Alors, déjà, Guy Natak dit on a vécu. Donc, ça veut bien dire, je pense. On a vécu parmi les Cétras. Sur Gaïa. Donc, ils meurent pas de suite. Et après, tu peux aussi te dire qu'en fait, le truc des totems, eux le connaissaient, c'était un peu leur religion à eux, leur rite à eux sur leur planète. Qu'ils avaient un totem, par exemple, dans leur grotte où ils sont tombés au début. Donc, ils sont liés à cette grotte. Mais qu'en rencontrant les Cétras font évoluer leur technique, justement. En liant de nouveaux totems dans leur caravane et que c'est comme ça qu'ils disent ah putain oui mais en fait ils comprennent vachement le truc parce que c'est ça parce qu'en fait ils disent bah oui mais parce que en fait votre âme elle est liée à l'endroit où vous êtes né parce que vous êtes en connexion cool. Nanani nanana et en fait cool. Il upgrade le truc tu vois un truc dans le genre. Moi ça me paraît pas infaisable non plus ouais effectivement. Ok. Et donc après moi c'est pas mal ce que en tout cas faute de mieux on va partir là-dessus. Ouais. Mais par contre, il y a une incohérence, peut-être que je vois, je suis pas sûr. C'est-à-dire que tout le peuple des Cétras étant des nomades et faisant leurs recherches et leur quête de la terre promise, c'est-à-dire qu'à un moment donné, s'ils arrivent auprès du super sage qui leur dit bah, en fait, la rivière de la vie, elle est en toi. Ok, tu as fini ta quête. Alors, est-ce qu'on échanges avec les gens, et c'est-à-dire que c'est un secret. Une fois qu'ils ont atteint cette super connaissance, ils doivent la garder pour eux. Mais ça, et qu'ils ne doivent pas le dire, et que s'ils interagissent avec d'autres... J'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais je me disais, mais est-ce que les Cétras eux-mêmes savent vraiment ce que c'est que la Terre promise, en fait? Parce que quand tu prends leurs écrits, t'as l'impression que même pour eux, c'est une espèce de mythe après lequel, en fait, ils vont. Mais ça veut pas forcément dire qu'ils ont tous la réponse à cette question, en fait, tu vois. C'est des trucs qui se transmettent à la Terre, nous parlons, et gna gna gna, nous irons, la Terre promise, blablabla. C'est un peu leur...
C'est un peu leur... Mantra, Ouais, voilà, c'est ça, merci, j'allais dire un truc comme un credo, quoi, tu vois. Mais ça veut pas forcément dire qu'ils atteignent tous ce niveau de sagesse-là, tu vois. Mais est-ce que du coup, on Mais c'est pour gardait ça la qu'ils font Terre le tour promise sur plusieurs personnage fois. ou un moyen de battre Genova aussi? Parce qu'il y a toujours ce conflit qui est là, qu'il faut résoudre. Bah, en vrai, quand Conflit, il se résout pas, ils prennent une branlée. si La tu... question est de Non, parce savoir qu'il quand ils la prennent. il la scelle quand même, Ils la Genova. scellent, ouais. Ils arrivent à la sceller, mais ils s'en débarrassent pas. Mais finalement, si on repart sur mon idée que le super pouvoir de Genova, c'est d'arriver à exploiter les failles des humains, en tout cas des humanoïdes, euh, le meilleur moyen de la contrer, c'est de ne plus en avoir, tu vois. C'est de rester dans... Mais sauf que le fait de rester dans l'amour universel tout le temps, dans la positivité, tout ça, c'est pas à la portée de n'importe qui. On est quasiment... Enfin, personne n'arrive à faire ça tout le temps, tu vois ce que je veux dire? Donc oui, effectivement, la Terre Ouais, mais promise, dans le sens-là, c'est la meilleure arme contre Genova. Mais c'est juste que c'est alors une arme après, qui je est suis très pas sûr difficile à que acquérir, tu vois. ouais, et puis je suis pas sûr qu'ils aient conscience de ça. Bah peut-être pas, puisqu'elle De vient de savoir débarquer, que tu vois. ouais. Parce qu'eux, je pense qu'ils cherchent un moyen de la sceller, de la vaincre, beaucoup plus terre à terre que Ah de se bah dire bien si on a plus sûr, bah bien d'imperfections. sûr. Et puis Mm. tu le vois quand ils sont au Temple des Anciens, ils y vont en mode on vient faire la bagarre. En Mm. mode bourrin, ouais. Avec leur C'est, sceptre et tout. Le Donc pouvoir de est-ce que l'amour leur, n'existe pas là. donc est-ce que leur pèlerinage a un but pour acquérir une connaissance ou quelque chose qui peut les aider? C'est un peu leur mode de vie, si tu veux. C'est ce qui leur permet de garder leur connexion avec la rivière de la vie dans tous les cas. C'est comme ça qu'ils vivent, puisqu'en fait, ils sont Mm. pas tous obligés de s'en servir comme des grands sages. C'était Julien qui disait dans le premier podcast qu'on avait fait, par exemple, en fait, quelque part, le truc ultime, et peut-être que la civilisation des Cétras, elle pourrait être basée là-dessus, c'est que et ça l'opposerait justement à la civilisation des êtres humains qui développent de la technologie. Parce qu'en fait, les Cétras, ils n'ont pas besoin de technologie, puisqu'en fait, ils ont tout. Tu veux faire du feu, tu prends une matéria, tu fais du feu. L'équivalent de la matéria, tu fais ton feu. En fait, ils sont un peu autosuffisants, si tu veux. Et c'est cette connexion, en fait, qui leur permet justement d'être autosuffisants en comment dire, en ayant cette connexion avec la rivière de la vie, sans forcément aller chercher la sagesse ultime et gna gna gna. C'est juste que leur mode de vie, en fait, il peut être basé sur cette connexion avec la rivière de la vie. C'est-à-dire que leur autosuffisance, elle dépend tout simplement de là. Et en fait, le fonctionnement de leur civilisation est basé intégralement sur la connexion avec la rivière de la vie. Et c'est pour ça que quand ils perdent cette Ça, connexion... j'entends entièrement. Ah, idée. Oui, c'est que ça me revient de ce que en fait, c'est le fait que tu dis ça que je tique. Qu'en fait, dans leur pèlerinage, il y avait cette idée où, en gros, par exemple, tu avais la matéria feu. Mm. Les matérias, tu l'as redit tout à l'heure, il y a deux choses qui font ce qu'elles sont. Les souvenirs, les sentiments, et la cristallisation au niveau de l'énergie, à un point d'énergie Mako. Que eux, en fait, ils récupèrent une sorte de matéria qui s'est cristallisée, et le but de leur pèlerinage, c'est de la développer. Et au fur et à mesure qu'ils avancent dans les connaissances de la rivière de la vie, ta matéria feu, elle passe de feu 1 à feu 2, feu 3, etc. Et tu fais comme ça avec toutes tes matérias. Et qu'en fait, à la fin, moi, c'était ça le propos, c'était de dire, quand tu as suffisamment appris toutes ces connaissances-là, que tu sais comment les faire, qu'en final, tu peux même plus évoluer tes matérias, juste ton souvenir, tu peux en gros, à partir de matéria vide, créer le pouvoir de la matéria, et qu'en fait, tu es en osmose complète avec la nature parce que tu te sers de ces matérias qui interagissent directement avec ça. Et en fait, ton grand but, c'est d'être bilan carbone zéro, quoi. C'était en mode en total osmose avec ta planète, et tu as atteint ta terre promise. En fait. Et puis en fait, ça, moi, le encore une fois, raisonnement, tu es dans l'harmonie totale. C'est-à-dire, pour avoir l'harmonie avec le monde qui t'entoure, bah faut que tu sois en harmonie avec toi-même aussi, en fait. C'est un tout. On sent la meuf Je qui suis est pétrie de entièrement d'accord avec spiritualité vous. amérindienne et tout, tu vois. Non, mais pour le coup, je suis entièrement avec vous sur le côté société des Cétras, mais je vois pas en quoi ça fait évoluer le propos par rapport à Genova. Ou alors on fait pas le combat de Genova, l'opposition. Bah, au t'as départ, pas de nécessité à ce que l'un soit directement lié à l'autre. c'est ça. C'est qu'en fait, c'est leur mode de vie. C'est ce qui va te permettre d'amener ton explos, ton machin, ton truc. Et puis en fait, bah, quand tu vas d'un endroit à l'autre, il y a cette menace de Genova, tu vois, qui peut commencer à se dessiner, comme on disait, qui est un peu croissante, qui est tout ça. Et puis ça peut venir au fur et à mesure. Mais peut-être qu'au début,
il n'y a pas forcément que l'argument, il y a pas forcément que l'argument Genova. Ça peut peut-être même être qu'à attends, parce que j'allais vous faire une idée de principe, mais je sais pas si. En fait, moi, je pars toujours d'idées de principe, mais après, est-ce que ça colle ou pas? Ce que j'allais dire, en fait, ce qui serait super intéressant, c'est de montrer qu'à partir du moment où il commence à avoir cet ennemi commun, c'est là qu'il commence à y avoir des conflits d'intérêts et tout ça. Mais non seulement c'est paradoxal, mais je ne saurais pas trop comment l'amener. Mais moi, j'ai vraiment envie de mettre des kilos de seum, en fait, dans ce jeu. Je suis un peu sadique. Mais. Ouais, enfin, je vois ce que je Donc, pensais, mais concrètement, c'est peut-être pas forcément très exploitable, mon idée. donc, du coup, là, ils font un pèlerinage juste par rapport à leur mode de vie et pour développer leur harmonie avec la planète. Mhm. Et ils se rendent compte au fur et à mesure, en voyageant, qu'il y a l'influence de Genova qui est par ici, sans que ça ait de lien avec le pèlerinage. Ouais, et qu'en tout cas, il y a, voilà, il y a cette Mhm. menace qu'il va falloir contrer, etc. Et que c'est là qu'ils se rendent compte que ben, ils ont un ennemi commun et que du coup, tatati tata, tu vois. Une fois qu'ils sont en harmonie avec la planète vers la fin du pèlerinage, ils peuvent se rendre compte du coup de l'importance que Genova est là et comprendre qu'en fait c'est elle qui a détruit le monde des Guis, leur expliquer pour qu'ils soient encore plus soudés. Ou ils le font avant ça. Bon, Que je les sais Guis prennent pas. conscience Bon, en que tout cas, il y a Genova. un moment donné où ça arrive. Moi, perso, que ce soit avant, pendant, après. Parce que du coup ça peut déclencher le fait que Genova se rende compte que les deux conjoints ça peut être une menace pour elle et que c'est là qu'elle commence à semer la zizanie entre les deux. hmm. Là où tu penses qu'en fait ils ont trouvé l'harmonie en fait ensemble en faisant le pèlerinage et compagnie, et qu'à partir de ce moment-là, l'autre elle se rend compte que c'est dangereux pour elle, Mm. et paf, Bah, elle de toute commence façon, à il y a les. toujours cette idée qu'on a de se dire, parce que Je suis pas sûr. c'était sympa sur le Je papier de suis se pas dire, sûr que ça aille jusque-là. Parce que, en fait, du coup, euh, vu que Genova est déjà à l'intérieur des Guis, elle le voit continuellement, leur évolution, elle en a conscience perpétuellement. C'est Et pas c'est faux. arrivé seulement à la fin que d'un seul coup, ah merde, peut-être qu'ils sont un peu costauds. Mm. Il faut que, et c'est là où, dans le pèlerinage, il faut déjà que l'influence de Genova se fasse sentir. Et que dans ce pèlerinage-là, malgré tout, il commence à y avoir les graines de la discorde qui Mm. s'installent. Ah, C'est mais pas de faux. toute façon, ça, Jusqu'à un pour moment moi, ça donné, doit être progressif, en fait. Parce que quand t'as une trahison à un moment, on retombe encore une fois dans cette dichotomie, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a fait un acte qui sera... Alors, ça t'empêche pas qu'à un moment donné, il y ait... tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, admettons par exemple, mais bon, c'était mon idée comme ça, mais ils arrivent au moment de la Terre Promise, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de Terre Promise, et là, boum, choc violent, si tu veux. Mais ce choc violent, à lui tout seul, il détruit pas tout. C'est le grignotage, en fait, qu'il y a eu juste avant, tu vois, qui va faire qu'au fur et à mesure, tu sais, tu sens Ce que qui, progressivement, ça s'installe, en fait. Mais ce qu'il peut y avoir, c'est qu'il y ait des petits événements comme ça où les Guis font des trucs bizarres, un peu erratiques, sous l'influence de Genova, et qu'il y ait certains Cétras, pas tous, qui commencent à se dire attends, ils sont chelous, est-ce qu'il faut vraiment les oui, puis accepter, voilà, etc. T'as ils un peu sont de pas discorde. forcément tous bien accueillis, effectivement. Ah, ça a coupé. Je disais, ils sont pas forcément tous bien accueillis, en fait. Tu vois, Ouais. Mais peut-être qu'au fur et à mesure, tu une scission, mais que t'es Rosa qui soit là, mais non, regardez, ils nous aident, machin, Mm. etc. Et qu'en fait, après le pèlerinage, ils attaquent effectivement Genova, que Rosa soit touchée, et que là, en fait, ce soit Rosa qui porte le coup de grâce face au Guy en se retournant un peu contre eux à cause C'est de ça, Genova. c'est ça. Bah, c'était un peu l'idée qu'on avait aussi Évoqué au début. Julien tout à l'heure. Et puis, notre Rosa, entre guillemets, parce que comme je disais, tous les Cétras n'ont peut-être pas forcément... Enfin, tu vois, c'est comme une civilisation. T'as des boulangers, ils sont pas tous moines bouddhistes niveau 32, tu vois. Donc, elle, en fait... Parce que c'est pareil, si nos Cétras, c'est la question que je me posais tout à l'heure avec ma propre idée, s'ils font le tour à chaque fois, normalement, ils réapprennent pas tout depuis le début en tant que civilisation, tu vois, ils se reconnectent, gna gna gna. Mais ton personnage à toi, il va évoluer parce que notre Rosa, en tant que personnage, bah, elle démarre, elle est dans un peu son du début, apprentissage. voilà. Et en fait, que elle ait ce rôle un peu de, je vais dire, de prêtresse, pour le dire un peu comme ça, quoi. Enfin, on a compris l'idée, quel que soit son équivalent chez les Cétras, et que du coup, elle soit un peu, tu vois, l'héritière du chef spirituel, et qu'elle ait une certaine influence, en fait, sur les Cétras qui l'accompagnent. On va dire que quand elle dit un truc, elle a une aura un peu particulière parce qu'elle incarne une certaine forme de sagesse, de naninana, mais ça veut pas forcément dire que tout le monde est 100% d'accord avec elle et qu'au sein des Cétras, les Guis ils fassent l'unanimité.
de la même manière qu'on n'a pas tous le même positionnement face à l'immigration, tu vois, où voilà, il y en a qui l'acceptent très bien, il y en a qui sont vachement dans la solidarité, il y en a qui sont dans le j'en ai rien à foutre, et il y en a qui sont dans l'opposition la plus absolue, tu vois. Donc forcément, tout le monde n'a pas forcément la même position par rapport à ça, quoi. Et puis, même au sein de nos guis, on peut avoir des guis qui ont des personnalités différentes. Et ça, je crois que c'était Julien qui l'avait amené la première fois qu'on en avait parlé, de dire que tu peux avoir genre un peu le personnage borderline qui est un peu le nerveux de l'équipe, tu vois, et qui lui aussi va avoir un comportement qui va pas forcément aider non plus. Enfin, tu vois, et qu'effectivement... Et puis le choc culturel. Tu prends une tribu primitive, si tu lui instaures une certaine spiritualité, tu prends ce genre que tu peux voir un peu comme dans d'autres films, séries ou autres, où tu vas avoir en fait des gens qui vont enfin, les guides par exemple, ils vont te choper un sanglier, ils vont te l'égorger, ils vont le vider, les triper, etc. Et lui faire une sorte d'hommage en mode la force du cochon, je vais la manger, etc. Et ça va me donner de la force. Là où les cétras vont être en mode ouah, t'es vachement extrémiste comme mec, parce que nous, on les tue pas les sangliers, quoi. Eux, ils nous aident à trouver des truffes. Et donc, du coup, là, eux, ils sont en mode genre, mais tu les respectes pas, en fait, et tu butes de la vie et la nature. Alors que eux, en fait, ils ont l'impression de l'honorer en prenant sa force et en l'honorant de telle ou telle manière. Et donc là, tu peux créer en plus derrière ce truc. Tout à fait.